chez nous, par exemple, elle vit pratiquement systématiquement dans un tronc d'arbre creux. Donc l'habitat de l'abeille, c'est un tronc d'arbre creux. Donc l'abeille est un animal de forêt, un insecte de forêt, ou alors de lisière de forêt. Ce n'est jamais un insecte qui vit dans la plaine, par exemple. Nous, on met toujours nos ruches dans les prés. Et d'ailleurs, l'abeille dépend d'agriculture et normalement ne peut pas se trouver dans des bois puisqu'elle ne dépend pas d'assez de culture. Donc, on va d'abord voir, pour essayer de comprendre l'abeille, pour voir son fonctionnement dans la nature, enfin son fonctionnement à l'état naturel, on va d'abord voir sa vie dans le tronc d'arbre et ce que ça implique. Donc pendant des millions d'années, l'abeille a vécu sans nous, sans qu'on lui fasse des ruches, sans rien, dans des troncs, et elle s'en est toujours bien sortie. Les problèmes ont commencé avec l'abeille quand on a commencé à les mettre dans des ruches. Et ça s'aggrave de plus en plus. Alors on prend toujours comme prétexte la disparition de leur habitat naturel, ou bien les pesticides, mais jamais, rarement l'apiculteur ne se remet lui en question. Et c'est dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'agriculture ou autre. On a toujours tendance à dire oui, c'est la faute du dérèglement climatique, ou c'est ceci ou ça, mais sa pratique, on ne la met pas souvent en cause. Donc ici, ce qu'on va faire, nous, on va commencer par voir cette petite vidéo. Dommage que ce n'est pas... Peut-être fermer les lumières, non? Oui. Quand ça va être la vidéo, ça va être plus clair. Donc ici, vous allez voir, c'est un homme qui a coupé un tilleul, puis s'est aperçu qu'il y avait un essai dans le tronc, et il va reconstituer le tronc au sol pour que l'essai puisse continuer à vivre. Et on va en profiter pour un peu regarder tout ce qui se passe dans la colonie, dans une colonie naturelle. Donc cette colonie-là, ça fait des années qu'elle est là, parce qu'on va voir qu'elle occupe une très grande place dans le tronc. Comment elle occupe la place, et puis on verra les détails de ça plus tard. Okay? Donc on va déjà commencer par voir un peu la vidéo. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez, le gars, il a déjà, je peux déjà arrêter là pour faire un peu de remarques. Donc ici, déjà, on voit que c'est un tilleul qui se situe sur le bord d'une propriété, donc en bordure de bois, mais quand même dans un bois. Okay? Donc les abeilles, naturellement, ne vont pas aller se mettre dans un endroit qui n'est pas abrité. Ici, on se rapproche du trou de bol. Et voilà, nos petites protégées. Donc ici, l'arbre a été abattu il y a peut-être 2-3 jours, parce qu'elles sont calmes là. Mais vous voyez, elles continuent à vivre comme si il n'y a pas de problème. Et aussi, on voit que dans la nature, les abeilles ne sont pas très agressives. Vous voyez, il est en train de découper le nid à la tronçonneuse, ça ne fait quand même pas le gros remous qu'on peut affronter. On va laisser débiter un peu, puis je vais vous montrer quelques spécificités. Voilà, là il a déjà coupé haut, je disais qu'il était certainement assez haut, mais il est toujours bien dans le nid. Vous voyez, ça ne fait pas un gros émoi chez les abeilles. Et elle se précipite vers l'entrée parce qu'elle croit que l'agresseur vient de l'entrée et pas du milieu du tronc. Je vais peut-être déjà arrêter ici pour aller vous montrer. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que notre ruche naturelle possède une grosse épaisseur de bois tout autour. Okay? Donc, elle est très très bien isolée par rapport au froid. Ici, on va s'apercevoir que les abeilles couvrent parfaitement toutes les cires.
on va voir en comparaison avec les ruches modernes où il y a des cires sur les côtés où les abeilles ne couvrent pas. Ici, les abeilles couvrent toute la surface. On va s'apercevoir ici qu'il y a un peu de bois mort et on verra tantôt qu'il y a vos propres lycées et que ceci va servir de tampon. Donc ce qu'il faut surtout retenir sur cette coupe-ci, c'est l'épaisseur de bois tout autour, donc la très bonne isolation de la ruche et les sacs qui occupent toute la grappe. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc qui occupe vraiment tout l'espace. Il n'y a pas d'espace. Ici par exemple, c'est parce qu'on le voit du dessus, mais c'est pareil en dessous. Donc ici par exemple, une guêpe ne serait pas rentrée, ni même une teigne, le papillon de la teigne ne serait pas rentré, ni personne. Okay, c'est un barrage. Okay. Même l'air ne passerait pas. Si les abeilles nous passaient. Ici, c'est de la propolis. Ah. Et ça, c'est du bois un peu mort. Ouais. Et voilà. C'est à peu près ce qu'on a à voir ici. Donc ça, c'est déjà une première constatation. Les abeilles occupent tous les cires. Il n'y a pas de cire qui ne soit pas couverte par les abeilles. L'isolation est très forte. Ça, c'est déjà deux caractéristiques de la ruche tronc, de la ruche naturelle, le lieu de vie de l'abeille dans la nature. C'était fermé comme dans les maisons, ça. Ah, ça, je ne saurais pas dire. Vu le nombre d'abeilles qu'il y a. Oui, c'est quand même une bonne colonie. Hein. On va regarder un peu le travail des garçons. Et on va voir que même le bois mort a son intérêt pour les abeilles. Voilà, donc ça, du coup, comme le couvert doit être quelque part par ici, toutes les abeilles se tiennent de ce côté ici et aucune de ce côté-ci. Alors on va essayer d'aller jusque là et on va encore faire pause. Si j'y allais trop tard. Attends, je vais reculer un peu. Parce que j'aurais bien voulu avoir l'autre morceau. Ça, c'est notre premier morceau. Et voilà notre deuxième ici. Et on va voir. On va peut-être encore un tout petit peu. Si j'ai peur. Oui, ça verra plus loin. C'est pour vous montrer comment les abeilles vont faire pour occuper tout l'espace. Et voilà, hop là, c'est bien. Voilà. Donc ici, on va voir qu'à ce niveau aussi, par exemple, les abeilles. Ici au milieu, il y avait un peu de bois mort. Et bien, elles ont tourné tout autour du bois mort. Mais vous voyez comme elles occupent toute la... Ce n'est pas des rayons bien grands, évidemment, mais comme elles occupent toute la superficie du tronc. Il n'y a pas d'endroit où l'air saurait circuler facilement, librement. Donc, une des façons de l'abeille de gérer son espace, c'est de ne pas laisser circuler l'air librement, de pouvoir la contrôler en permanence. Et on va voir que ça pose problème aussi dans notre ruche moderne. Mais ici, dans le tronc d'arbre, elle essaye vraiment d'aller jusque sur les parois pour empêcher toute circulation d'air qui n'est pas engendrée par elle. Okay. Et s'il y a quelque chose au milieu, elle tourne autour, elle s'en accommode facilement. Et alors, du coup, ce n'est pas droit, ce n'est même pas, je vais dire, régulier. Hein, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a certaines qui, par exemple, qui vont servir simplement à mettre du miel. Donc il y a tout ça, mais voilà, c'est bien occupé. C'est pas très grand, mais c'est parfaitement occupé. Quelle est la raison de gérer l'air comme ça? L'air, c'est parce que c'est des animaux sans froid, et toute l'énergie, que ce soit l'air froid ou l'air chaud, il faut qu'elles la contrôlent, et ça leur demande beaucoup d'énergie, donc beaucoup de miel. Donc elles vont essayer d'être le plus, on va voir plus tard, d'être pratiquement en maison passive, en habitat passif. Voilà, ici on voit aussi, c'est bien occupé. Et ici on va voir, ici c'est plus très intéressant pour nous, mais c'est pour vous montrer que la plupart des gens auraient vidé le tronc pour prendre l'essaim et partir avec. Lui ce qu'il va faire, c'est après ça qu'il a fait une boulette en coupant l'essaim, il va refaire la ruche tronc au sol et la colonie va pouvoir continuer sa vie à l'endroit où elle était. Un peu plus bas évidemment.
peut-être un peu avancer pour montrer. Puis on va arriver au bout. Attendez. Là, on va peut-être encore bien voir l'intérieur, on pourra peut-être encore rejeter un petit peu ici. Voilà, ici on voit bien qu'il y a au milieu un petit problème de souche qu'elles ont contourné. Hop là. Vous voyez, comme il y avait un morceau de bois mort au milieu, là, elles ont tout simplement fait toute leur construction tout autour. Et vous voyez que c'est pas régulier, c'est pas les 24 mm qu'on a dans la ruche, c'est un peu comme ça tombe, on fait les cellules en fonction de la place. Et les cellules ne sont évidemment aucune des mêmes. Voilà. On va peut-être un peu avancer parce que... Et on va arriver à la fin et on va un peu voir un autre petit truc. Voilà, donc il vient de recomposer sa ruche, peut-être un peu avant. Ici dessus, là on voit bien la partie de bois mort au milieu où elles ont contourné. Et on voit bien qu'elles occupent aussi bien le tronc. Et on commence à voir qu'il y a de la propolis sur le bord au-dessus. Donc tout ça on le voit. Et la partie de bois qui était un peu, même si le bois n'est pas pourri, les abeilles vont propolisser ici toutes ces cloisons. Et il y a une petite partie qui va servir de tampon pour l'humidité. C'est-à-dire que ceci, c'est pas du bois pourri, c'est du bois humide. Donc il y a la propolis, c'est un vernis, mais qui laisse passer, c'est comme un truc microperforé. Okay, ça va laisser passer l'humidité. Donc quand il fait très, très humide, ça va laisser passer l'humidité derrière la propolis. Et dès que la ruche va être un peu asséchée, parce que les abeilles ont besoin de beaucoup d'eau, et bien ça va laisser repasser. Donc ça aussi, c'est un système qu'ils ont mis au point pour réguler l'humidité dans leur colonie. Okay. Voilà, on va continuer un petit peu. Et voilà notre ruche montée. Et alors ici le petit bémol qu'on peut mettre, c'est toujours que l'homme a besoin d'un peu amener sa patte et il lui a mis un petit toit. Un petit toit, peut-être une petite planche aussi parce qu'il y a un petit trou. Mais encore une fois, quand nous, en tant qu'apiculteurs, on veut faire du bien à l'abeille, on n'a jamais vu des abeilles qui faisaient un petit toit au-dessus de leur trou de vol, ni qui mettaient des planches de vol en dessous. Donc tout ça, c'est des choses que nous, on interprète et qu'on met, mais que les abeilles se passent très bien, elles n'ont rien à foutre qu'on vienne leur mettre un petit toit comme ça, ni même une planche de vol. Dans la nature, cette entrée-ci serait plus ou moins 4 mètres, et chaque abeille qui ne peut pas rentrer, ne peut pas arriver avec sa charge à 4 mètres de hauteur, va tomber par terre et ne rentrera jamais à la ruche. C'est la sélection naturelle, c'est qu'elle est trop vieille, elle n'a pas à rentrer à la ruche, de toute façon elle serait morte le lendemain. Donc, aucune abeille ni malade, ni trop vieille ne va pouvoir rentrer à la ruche. Ça, c'est la sélection naturelle. Donc, quand on va leur mettre une planche d'atterrissage avec un angle bien déterminé pour qu'elles puissent atterrir, même si elles sont en bancale, et bien ça, on ne rend pas service à la ruche parce que ces abeilles-là n'auraient jamais dû rentrer à la ruche. Dans la nature, ce qui ne rentre pas à 4 mètres de haut avec sa charge est limite. Okay. Ou celle qui est un peu malade, qui a un peu de problème. C'est déjà une sélection naturelle, je vais dire, de l'abeille, c'est de ne pas laisser rentrer des individus malades à la ruche. Tu sors, tu ne rentres pas. Et c'est un peu leur rideau, c'est de sortir les abeilles quand elles sont en mauvais état. D'habitude, c'est les abeilles qui sortent et qui ne rentrent pas. Okay. Par ça, le garçon, il a fait travailler. Bien d'accord, il a fait œuvre de charité pour ses abeilles. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, et on voit que nos abeilles sont bien heureuses dans leur tronc d'arbre. Donc voilà, si à un moment où vous avez des abeilles dans leur tronc d'arbre, vous pouvez essayer de faire pareil. Plutôt que de sortir les abeilles et de les amener dans une ruche moderne, vous pouvez leur rendre leur liberté dans ce genre de construction. Mais à ce moment-là, on ne récupère pas le miel. Non, ici non.
Non, ici c'est laissé naturel. Mais non, on pourrait hein, donc on pourrait prévoir par exemple dans la tranche du dessus, vraiment tout au-dessus, il aurait pu faire, on verra ça avec les rucherons, il aurait pu faire un petit plateau, je dirais ça du dessus, et puis alors laisser les abeilles faire un grenier à miel. Ça on pourrait faire. C'était pas son choix ici, c'était de les laisser vivre naturellement. Il fallait savoir quelle heure. Je pense que c'est ça. Voilà, alors on va un peu voir ça en chiffres. Donc, est-ce que je peux mettre un paginier je n'ai pas mon pointeur. Donc, ici, voilà, c'est la schématisation de ce qu'on vient de voir, de la ruche dans le tronc d'arbre. Donc, on voit ici que la température est à 0 degré. Ok. Et on va voir que, par exemple, au numéro 6, quelque chose comme ça, on va peut-être avant. Voilà, la température est de 24 degrés. Donc avec 0 à l'extérieur, toute ma grappe et tout mon miel est à 24 degrés. Donc tout ce qui est miel dans la ruche, et s'il faisait moins 5, moins 10, ce serait pareil parce qu'elle chauffera un peu plus. Hein. Donc tout ce qui est, je vais dire, réserve et tout ça va toujours rester à 24 degrés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des ruches ici, des ruches d'Adam. Les cadres de côté en hiver, ils sont froids. Elles ne sont pas échauffées. Ici, l'abeille avait conçu son nid, une super isolation, un flux d'air contrôlé, c'est-à-dire c'est un tout petit trou extérieur, et si le trou est trop gros, elles vont le réduire pour arriver à c'est un peu comme nous, si on a une porte, on sait régler l'entrée, on sait régler. Si c'est une grande ouverture, on ne sait pas régler. Que ce soit chaud ou froid, on ne saurait pas. Les abeilles, c'est pareil. C'est encore un truc une comparaison qu'on fera avec la ruche chez nous. C'est qu'ici, le trou, c'est l'équivalent d'un trou de pique. Ceci. Et ici, c'est un peu plus gros parce que c'est un trou d'une branche, mais c'est jamais très grand. Et si c'est très grand, elles vont le réduire pour pouvoir contrôler. Okay. L'air rentre ici. Ici, il n'y a pas de mouvement d'air. Okay. Donc, l'air chaud va se tenir naturellement au-dessus et l'air froid va descendre. Donc, sur le 2, ici, on est toujours. Le 2 est à combien de température? 4 degrés. Et plus on va monter, plus on va arriver au chaud. Mais il y aura, comme la grappe est ici, et comme je vous ai bien montré qu'elle occupait tout l'espace, il n'y a pas d'air qui ne sera pas contrôlé par les abeilles. Donc, à partir du moment où les abeilles veulent de l'air frais, c'est elles qui vont faire les canaux dans la grappe pour laisser passer l'air. À partir du moment où elles estiment qu'il fait trop froid, elles vont faire ce qu'on appelle la grappe. Mais ici, elles vont faire la grappe simplement sur le dessous, puisqu'il n'y a que le dessous qui est froid. Dans une ruche moderne, les abeilles vont se mettre en grappe, mais elles vont devoir contrôler tout le périmètre. On verra plus tard, mais tout le périmètre de la grappe, et elles auront très difficile de chauffer plus loin, parce que le volume est trop grand. Ici, le volume est idéalement conçu pour l'abeille. La grappe étant ici, toutes les réserves sont toujours au-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que s'il fait très froid dehors, tout le miel ici va servir de radiateur à accumulation. C'est-à-dire que la nourriture étant chaude, le fait que ça refroidisse en bas, le miel va rendre un peu de chaleur et va temporiser le mouvement de température. De même, les abeilles vont toujours manger du miel chaud. Le miel ne va jamais cristalliser parce qu'il sera toujours à 24 degrés. Enfin, peut-être un petit peu moins s'il fait vraiment moins dehors, mais il ne descendra jamais en dessous de 20 degrés. Mais bon, la cavité de réception, c'est pas elles qui l'ont fait. Non. Donc, c'est le groupe qui s'adapte au volume ou comment ça se fait? Les abeilles, quand elles essaiment, elles vont se poser quelque part et elles vont chercher l'endroit idéal. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Donc, l'essai démarre de la ruche, il va se poser quelque part, et alors il y a les éclaireuses qui vont aller tous azimuts, et elles vont essayer de repérer le maximum d'endroits possible. Okay, elles rentrent dans la cavité, par exemple ici, elles commencent à arpenter la cavité, elles regardent un peu le truc, et puis elles retournent à la grappe et elles vont dire, ben moi j'ai trouvé à tel endroit, telle hauteur, tel truc, une cavité qui fait plus ou moins 40 litres. Okay.
une autre va aller voir une autre cavité, mais qui correspond, qui est peut-être un peu plus basse, et ainsi de suite. Et toutes vont revenir donner leur avis sur la cavité qu'elles ont trouvée. D'autres abeilles vont repartir, elles vont aller visiter toutes les cavités, et puis à un moment, celle-ci va faire consensus, par exemple, parce que c'est l'idéal, bonne épaisseur de bois, 40 litres, et bien il va venir de plus en plus d'abeilles, et c'est ce qu'on voit quand on fait une ruche piège. À un moment, il y a quelques abeilles qui viennent de temps en temps, et puis à un moment, on voit que ça vient de plus en plus souvent. Ça commence à augmenter, et puis à un moment, il y en a beaucoup qui viennent. Et puis c'est les uns qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de trucs qui vont dire c'est celle-là la meilleure, et pour finir, ça fera consensus, et tous les sels vont venir à cet endroit. Donc c'est comme ça qu'elles choisissent. Donc elles vont repérer peut-être une vingtaine d'endroits avant de se poser, et si elles ne trouvent rien, elles vont prendre une cheminée ou n'importe quoi, ou même rester sur place, ça arrive. Hein. Si elles hésitent trop longtemps et qu'il vient à pleuvoir, par exemple, et bien elles ne savent plus redémarrer, elles sont obligées de faire leur recette sur la branche où elles sont. Et ça, elles sont, dans nos régions, elles sont condamnées à mort. Elles ne seront pas libérées. Donc si on voulait créer ça, c'est une loterie parce que le trou, on fait un trou, mais on ne sait pas si ça leur conviendra ou si ça leur trop. Si tu fais un truc en 30 et 40 litres, que tu le mets quand même en hauteur, et avec un trou rond, à peu près dans ce style-là, tu es à peu près sûr que tu vas avoir un essai qui va venir dedans. Okay. Donc les abeilles, ce qu'elles aiment, c'est la hauteur, c'est le bois, pas la plaine, où tu mets ça à l'oreille d'un bois ou quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de choses que tu vas avoir une colonie qui va venir dedans. Beaucoup de choses. Il faut quand même le mettre suffisamment haut. Ben, c'est où elle trouve. Tu vois, même il en viendra dans ta ruche, parce que le problème c'est qu'il y a tellement peu d'endroits qu'elles vont préférer ta ruche à rester dehors, donc elles viendront dans ta ruche. Mais si tu fais un truc un peu à hauteur et bien protégé, parce que du coup elles ont tous les avantages, et dans le bois, parce que l'avantage de bois c'est que c'est jamais, je sais pas, quand vous promenez dans le bois, s'il fait très chaud hors du bois, vous rentrez dans le bois, il fait frais. S'il y a du vent à l'extérieur du bois, vous rentrez dans le bois, c'est calme. Et s'il fait sec à l'extérieur, le bois est toujours plus humide, parce qu'il rentre de l'eau. Donc pour elles, c'est un endroit privilégié et qui leur convient parfaitement. On verra ça plus tard, mais Le voilà. trou doit être à quelle hauteur? Le trou d'entrée ou de sortie? Idéal, 3-4 mètres. Mettre la ruche. Pour mettre la ruche. Oui, mais le trou. Ah, ici, ben, elles font ce qu'elles trouvent, mais le mieux c'est d'avoir quelque chose ici en bas, parce que ça aussi c'est une spécificité de la ruche tronc, c'est qu'ici il y a tout un écosystème qui va avec la ruche, donc il y a des petits acariens, tout ça qui vont se mettre et qui vivent avec les abeilles dans la nature. Okay. Nous on bouge ça, mais ici il y a des petits acariens qui vont même attaquer le varroa. Il y a par exemple le scorpion des livres, qui est un petit acarien, mais c'est même pas un acarien je crois, enfin bon c'est un petit insecte qui a d'assez grosses pinces et qui a la particularité de bouffer du varroa. Donc si dans une ruche tronc, il y a beaucoup de choses qu'on en aura et qu'il y aura l'acarien prédateur aussi, c'est un acarien qui s'attaque au varroa. La ruche, je la mets à 3 mètres, mais le trou d'entrée à 20, 30, 40 cm du fond. Oui, 20, ça devait être déjà bon. Hein. Ouais. C'est juste pour que les détritus tombent dans le fond et ça fait de la vie. Quoi. Ici, il y a de la vie. Hein. Je vais pas perforer le trou, j'entendais ça. On ne sait pas créer une zone de bois mort autour du trou, par exemple. C'est-à-dire Là, on voyait dans l'exemple qu'elles avaient squatté le trou, ouais. qu'il y avait une zone de bois mort qui leur permettait de Ouais. réguler la température. Mais même si le bois n'est pas mort, le fait que le truc, c'est qu'il ne faut pas du bois trop lisse. Donc il ne faut pas le raboter à l'intérieur et surtout pas le peindre. Il y a beaucoup de gens qui peignent les ruches et ça part de bonne intention. Ça veut dire qu'ils partent du principe que bois, quand il est mouillé, n'est pas isolant. Donc en peignant l'intérieur de la ruche, ils isolent le bois complètement. Donc ils ont un bois sec, ils ont un meilleur coefficient d'isolation. Mais ils oublient le coefficient humidité. Donc, et aussi, on va voir plus tard, mais la propolis c'est un médicament pour l'abeille. C'est pour ça qu'il y a la propolis tout. Et le diamètre minimum du tronc, ça doit être combien? Minimum, c'est ce qu'elles trouvent, donc ça, allez, je vais dire déjà 15-20, ça va leur suffire, elles vont le faire en hauteur. Elles vont chercher le volume surtout. Donc il leur faut un volume, je veux dire, entre 30 et 40 litres. Et par exemple, Thomas Sidet a fait une expérience sur une île, donc il a mis plein d'habitats,
c'était des ruches, lui, hein, mais à des endroits différents, des hauteurs et des volumes différents. Et il s'est aperçu que les abeilles, tout ce qu'elles voulaient, c'était entre 30 et 40 litres, ça c'était l'idéal. Et si, par exemple, on mettait 50 ou 60, on arrive dans la ruche d'Adam avec une housse, par exemple, elle n'y allait pas. 100, c'est encore pire, elle préférerait prendre 10 que prendre 100. Donc ça, ils l'ont remarqué, même si elle n'arrive pas à vivre dans 10, ça c'est trop petit pour elle, mais elles vont pas essayer d'aller dans un trop gros volume, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne vont pas pouvoir le chauffer. Et pour elles, c'est une question de survie, et aussi de garder la nourriture, parce que comme je vous ai montré sur la vidéo, quand mes abeilles sont ici, il n'y a pas un prédateur, même en hiver, qui va toucher, il n'y a pas un gramme de miel qui dépasse sous le manteau des abeilles. Hein. Donc tout est sous protection maximale. Ok? Donc ça, c'est quand vous allez penser vos ruches ou quand vous allez choisir vos ruches, bien mettre tout ça en tête. Donc, on va encore le voir un peu plus loin. Hein. Je ne vais pas en dire trop là-dessus, mais voilà, ce qu'il faut surtout bien retenir ici, c'est que, et alors ici, il y a un taux d'humidité très élevé, c'est écrit quelque part, mais on n'a pas à aller rechercher. Donc le miel va toujours être chaud, humide, mais en plus, les abeilles ont besoin de boire l'hiver. Okay? Et le miel est à 17% d'eau, donc elles rejettent simplement 17% d'eau du kilo de miel qu'elles vont manger. Okay? C'est très peu. Ah, c'est 17 grammes, donc c'est très peu. 17 ou 100 septembre. Enfin, il leur faut bien tout. Et alors dans les ruches modernes, le problème c'est que comme la grappe est au milieu et que l'évaporation va se faire bien loin et la condensation sur les bords, les abeilles ne seront pas profiter de cette humidité-là. Et après, je vous donnerai une carte pour aller sur mon site. Et je vous invite tous à aller voir les vidéos de Torben Schiffer. Il a fait, c'est un Allemand, donc tout ce qu'il fait, c'est en allemand, c'est très compliqué. Mais il a fait une conférence en Suisse et du coup, elle est traduite. Ça dure 4 heures, hein, mais vous pouvez aller franchement voir ça et vous aurez une bonne idée, vraiment une bonne idée de ce que c'est l'abeille dans la ruche naturelle. Et je veux dire, il explique bien tout dans les détails de ça, ça vaut la peine d'aller voir. J'ai quelques extraits ici, mais si vous voulez vraiment bien vous informer, et moi je regarde 4-5 fois par an, hein, parce que je reprends toujours des choses, j'apprends toujours des choses, pourtant j'ai déjà une bonne idée de ce que c'est que l'abeille, de l'abeille dans la nature, mais chaque fois que je regarde, parce qu'il a étudié ça pendant des années, il a déjà repris les travaux de son prédécesseur qui était Taus, et puis lui il a repris les travaux et il les a continués, payés par l'État fédéral allemand, donc il avait du budget pour faire ses études, mais on va s'apercevoir que tous ceux qui ont fait des études scientifiques, Vous n'avez pas Dans les ruches. Il y a des vidéos. Ah, on met peut-être La vidéo d'un Schiffer. Oui, donc ça, mais je vous donnerai ma carte, il y a mon site avec toute l'abeille locale, vous allez voir dans l'abeille ou dans les ruches, et vous avez les contacts avec Torben Schiffer. Il y a plein de petites vidéos comme ça que j'ai sélectionnées, que vous pouvez aller voir quand vous avez un peu le temps. Donc ici, ce qu'il faut retenir de la ruche tronc, c'est que à peu près, allez, je veux dire, pour ne pas crier trop fort, 40 millions d'années avant Einstein, les abeilles avaient inventé la maison passive, complètement passive, puisque les abeilles ici sont sans froid. Donc chaque calorie qu'elles vont devoir produire, ça va leur coûter de l'énergie et de la vitalité, elles vont s'épuiser à faire de l'énergie. Donc plus on va isoler nos ruches et faire en sorte qu'elles aient accès à la nourriture chaude, moins elles vont se tuer à la tâche. Okay? Bon, on va rentrer dans les détails. Donc ça c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Donc quand vous allez penser vos ruches, et de plus en plus les gens commencent à penser oui, il faut bien isoler le toit, parce que 80% des calories partent par le toit. Alors on croit que parce qu'on a isolé le toit, on va gagner 80% des calories. Absolument pas. Les calories ne partent plus vers le dessus, mais elles vont vers le côté, elles passent par le côté. Donc plutôt que de gagner 80%, peut-être gagner 20 ou 25% dans les calories. On ne va jamais gagner les 80%, ça va partir par autre part. De même les isolants qu'on met sur les côtés et qui ne sont pas étanches jusque dans le fond, le froid passe par derrière, donc c'est comme si on n'avait rien mis. C'est comme si je faisais une isolation ici, qui ne va pas à terre ni au plafond, donc je vous dis j'ai isolé le mur, il n'est pas isolé. Ok, tout ça, on va essayer de réfléchir à l'avance. C'est quoi ça? Présence. Il faut des lunettes pour les
100%. Fait passer, Mais alors, Oui. on- fait passer, on va faire passer, on Voilà. mettra une croix de côté. mais alors, C'est- si on isole, les problèmes de condensation, c'est aggravé. Voilà, c'est-à-dire que dans un certain circuit. Le problème, c'est que, mais on va le voir après avec les ruches modernes, c'est qu'elles peuvent gérer ici dans ce système-ci. Parce que comme la chaleur, comme il y a toujours une haute température, elles peuvent gérer un très haut taux d'humidité dans l'air. Plus l'air est froid, plus il va être sec, et moins elles vont pouvoir gérer. Et ça va repartir en condensation sur les côtés. Donc, ce qu'on fait souvent, le problème des ruches modernes, c'est qu'on est parti sur une ruche d'exploitation. Donc, c'est une ruche pour faire du miel, et on n'a pas pensé plus que ça à la baie. Okay, donc, les premières ruches qu'on a fait, c'était la ruche tronc, qui respectait un peu la forme de la baie, puis la ruche panier, qui contrairement à ce qu'on croit, c'est simplement de la paille, mais ils mettaient de la bouse autour avec un certain torchis, et c'était très isolant. Donc toutes ces ruches-là respectaient et la forme de la grappe, et puis alors est arrivée la planche de 22, hein, bien écarrée et tout ça, et on a fait des ruches, et encore, les ruches, la ruche d'Adam, est-ce qu'elle a été faite dans nos régions? Parce qu'une ruche d'Adam, dans le sud de la France, elle doit aller très bien. Elle doit marcher pas mal. Mais pas très bien, parce que je vous expliquerai que même quand il fait chaud, il faut que les abeilles arrivent à refroidir la ruche. Donc c'est quand même un problème. Excusez-moi, tout ce que vous expliquez là, les slides que vous mettez, Oui. on les aura sur le team. Oui. Et tout ça, vous le retrouvez facilement dans les conférences Schiffer. Ah, ok. Donc, parce que lui, il a fait, son étude, c'était vraiment l'abeille d'or dans le Dans son tronc. milieu. Donc, lui, il a tout ça est repris et encore avec beaucoup plus de détails. Mais je vous conseille vraiment tous d'aller le voir. Ces conférences, c'est sur votre site, ça, c'est un Non, ce sera, il faut aller sur mon site et puis tu prends les conférences de... Si tu vas sur l'abeille et si tu vas sur la ruche, parce que je donne les différents types de ruches et pourquoi elles sont plus ou moins adaptées à l'abeille et leurs défauts, leur qualité, donc tu vas là-dessus, puis je dis chaque fois avant, allez d'abord voir ça, parce que ça vous donne vraiment l'idée de ce que c'est que l'abeille, dans la nature de l'abeille, et ce que vous pouvez faire pour lui rendre la vie plus facile dans les ruches, parce que pour le moment c'est une catastrophe. Ok, donc voilà ma grappe. Voilà. C'est un ballon, mais bon, ça représente bien la grappe. Et alors on voit ici, dans la ruche tronc, on voit qu'elle occupe tout. Donc s'il fait froid, vous voyez l'épaisseur d'isolant, la grappe bien au milieu, bien isolée. Voilà la grappe dans une ruche d'Adam. Alors vous imaginez, en plus il y a des gens qui passent l'hiver en bougeant le plancher de fond. Déjà, ici, l'entrée, c'est une toute petite entrée. Quand c'est une ruche d'Adam, l'entrée va faire toute la longueur. Et vous voyez la grappe qui émet très peu d'énergie pour finir. Elle arrivera bien à tenir la température de la grappe, mais sans beaucoup plus. Et bien tout ce qui est ici sur les côtés, et surtout dans les coins, vous voyez la distance qui sépare la source de chaleur d'un coin. Les abeilles ne sauront jamais venir chauffer ici. Okay. Et elles n'arriveront même pas à les chauffer là. Okay. Tout ce qui dépasse de la grappe, tous les rayons qui dépassent de la grappe vont être au froid. Plus ou moins froid, mais au froid. Okay. Même si on isole la ruche, il n'y aura jamais 24 degrés ici sur les bords. Tout ce que vous voulez. Et on va voir les déperditions de chaleur dans une ruche à paroi simple, c'est assez impressionnant. Donc, mais ici, c'est pour que vous représentez bien la grappe dans la ruche. Okay. Et alors ici, on voit donc le truc, et ici, les abeilles qui occupent bien. Et puis alors ici, on a fait, avec dans une ruche, ça pourrait être une d'Adam, une grande entrée dans le fond, et on voit les abeilles qui vont se caler là-dedans, pour essayer d'échapper au froid. Mais vous voyez tout ce qu'elles ont à chauffer ici. C'est énorme. C'est énorme. Parce que dans la ruche tronc, je ne sais pas si vous créez. Dans ma ruche tronc, donc il fait à peu près, on va dire cette hauteur-là, vous ici vous voyez un petit peu. Voilà. Donc on a déjà une bonne isolation. Mais en plus, les abeilles, un peu plus fort, les abeilles, si c'est une petite grappe, elle va occuper 100% de ce morceau-là. Okay, si elle est un peu plus grosse, elle va occuper 100% de ce morceau-là. Si elle est vraiment très grosse, elle va occuper 100% de ce morceau-là. Mais toujours, elle va occuper 100% du volume dont elle a besoin. Et elle va gérer 100% du volume dont elle a besoin.
C'est ça qu'il faut bien remettre en tête. Donc, si ma grappe est toute petite, elle va se coller au plafond, mais le miel va se trouver ici au-dessus, le couvercle juste ici en bas, et mes abeilles juste ici en bas. Il n'y a rien qui dépasse, pas de cire, rien du tout, pas de fausse teigne, rien du tout. Pas de prédateurs, parce que même si ma grappe est petite, les prédateurs ne savent pas passer. Pas d'air qui passe sans être autorisé. Donc ma grappe gère. Qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, dans une ruche style tronc, et on trouve ça aussi dans la ruche soirée ou dans d'autres ruches, les abeilles gèrent la totalité de la surface qu'elles occupent. Okay. Bien arrêtez ça. Donc ici, on voit que notre grappe, ici, elle va peut-être se développer s'il fait bon, c'est dans la bonne saison, tout ça, elle va se développer, mais on voit qu'elle évite systématiquement l'entrée de froid. Okay. Et qu'elle va se mettre, elle ne vient pas par ici parce qu'elle sait bien qu'elle va ramasser du vent, donc elle se plaque là. Donc maintenant, si on avait fait un petit trou ici au milieu, il y a beaucoup de choses que notre grappe serait venue se plaquer au milieu ici au-dessus. Ici, elle le fait parce que d'instinct, elle sait que là, elle est mal barre. Okay. Donc ici, par exemple, en hiver, s'il fait moins 10, si en plus on a retiré le plancher de fond, s'il y a ceux qui le font, hein, le miel qui est ici est à moins 10. Hein. Et le miel là aussi. Et en plus, ma grappe qui est ici au milieu, elle va se déplacer sur le milieu. Et puis à un moment, quand elle n'a plus... Parce qu'on dit que la grappe se déplace dans la ruche, mais c'est encore faux aussi. Parce qu'en réalité, quand on dit la grappe se déplace, la grappe, c'est pas ça. Hein. Si je peux... Il y a un photo. La grappe dans une ruche, ou même dans le tronc, c'est pareil, mais surtout dans une ruche, on dit que c'est la grappe. Donc c'est ma grappe, et ma grappe se déplace de gauche à droite. C'est faux. La grappe, c'est simplement 2 cm de miel, 8 mm d'abeilles, ici, donc ici c'est 8 mm d'abeilles, 2 cm de miel, 8 mm d'abeilles, voilà. Donc ce sont des disques dans la ruche, ce n'est pas une grappe. Et ici, dans ma ruche tronc, si j'ai ma ruche tronc avec mes rayons, avec n'importe comment, et ma grappe ici en dessous, okay, tout mon miel ici est chaud. Maintenant, si j'ai du miel sous ma grappe ici, ou au-dessus, ben mes abeilles vont devoir chauffer directement tout ce miel-là, tout en étant grappées, donc en se tenant bien contractées, et ben elles vont devoir laisser refroidir le miel qu'elles vont manger. Ok, ou en tout cas, elles vont avoir très difficile. De plus, une fois que je dirais, elle arrive vers le milieu de l'hiver où elle a commencé à répondre, il va avoir de la nourriture à gauche et à droite. Et elle va devoir choisir la gauche ou la droite. Pour peu qu'elle puisse se déplacer entre les quatre, qu'il fasse plus de 6 degrés. En dessous de 6 degrés, les abeilles meurent. Donc si elle se détache de la grappe, en dessous de 6 degrés, elle meurt. Okay. Donc s'il fait moins de 6 degrés autour de la grappe, les abeilles ne peuvent pas se déplacer autrement que la grappe. Donc s'il y a même du miel à gauche ou à droite, elles ne sauraient pas se déplacer. Elles peuvent, parce qu'on dit, oh les connes, elles n'ont pas trouvé le miel. C'est tout à fait faux, elles vont bien trouver une fleur à des kilomètres. Le miel dans la ruche, elles savent très bien où elle est. Elles ne sauraient pas aller le chercher. Donc on peut avoir des abeilles qui meurent. Et surtout, avec la bugface, si elle a commencé son couvercle très tôt. Parce que les abeilles ne vont plus abandonner le couvercle. Une fois qu'elles ont commencé à faire leur couvercle, elles vont essayer par tous les moyens d'entretenir leur couvercle et de chauffer le couvercle. Donc ça va leur demander beaucoup d'énergie qu'elles vont devoir aller chercher dans des zones froides, parce que les abeilles qui chauffent, elles montent à peu près à 40, peuvent monter jusqu'à 43 degrés, je crois quelque chose comme ça, mais en tout cas 42, ça c'est sûr. Donc, mais ce n'est pas elles qui vont chercher la nourriture. Donc ce sont des abeilles qui vont aller chercher la nourriture, qui vont l'amener à l'abeille qui chauffe. Et elle va commencer à rentrer en vibration et elle va faire monter la température de la grappe. Maintenant, si on doit chercher du miel froid, ça va déjà être difficile. Le ramener dans la grappe, le donner à l'autre qui va chauffer à un grand volume. Vous voyez le problème pour l'abeille. Ça va déjà leur coûter beaucoup de miel, mais ça va surtout les user prématurément. Donc, c'est vrai que nos abeilles passent l'hiver dans les boîtes. Mais est-ce qu'elles passent bien l'hiver? C'est autre chose. Et de plus en plus, on parle d'isoler les boîtes, de réduire les côtés, on isole au-dessus, on fait de l'espace en dessous. Mais c'est chaque fois pour essayer de récupérer quelque chose qui n'est pas trop bien conçu au départ.
Ok. C'est bien compris tout ça, vous avez bien l'image. C'est quand même difficile d'imaginer comment elle chauffe ça en étant en tranche comme ça. Ah, Il n'y a voilà. pas de contact. Il y a un... C'est ça. Mais c'est là, alors on dit bien souvent, mais dans la grappe, hein, vous avez une grappe comme ceci, et alors les abeilles qui chauffent son cœur ici, et les abeilles viennent comme ça, hein, elles rentrent et elles sortent comme ça. Et bien, si elles font ça, elles rentrent chaque fois dans le miel, donc ça ne marche pas. En réalité, elles montent et elles descendent sur leur disque. Celles qui sont au milieu, ça va encore. Celles qui sont sur le... Donc, si je continue, donc ma grappe est ronde. Hein. Et celles qui sont ici, par exemple, si j'ai encore un truc là, ben, vous voyez leur tronche pour chauffer leur bande, elles sont très peu là. Hein. J'allais dire le noyau chaud se réduit à cause des rayons. C'est ça. Mais ici, oui. Il est plus réduit puisque... Il est beaucoup plus réduit. C'est simplement des disques chauffants entre des trucs de miel. Et plus je vais dire, les cadres vont dépasser de la grappe. Par exemple ici, allez, je vais dire, tout ça c'est froid. Oui. Donc du coup, la grappe est très difficile de se maintenir. Si elle n'avait pas de rayon, Elle pourrait, le voilà, noyau pourrait être voilà, plus large et plus efficace. beaucoup plus efficace. Maintenant, dans la ruche tronc, comme tout est couvert par en bas, comme les cadres sont à température, ça sert d'accumulateur. Donc les abeilles ont toujours du miel chaud. Donc on n'a jamais de miel cristallisé parce qu'on dit le miel cristallisé, d'accord, c'est du miel de certaines feuilles qui cristallisent. Pourquoi? Parce qu'il est froid. S'il est maintenant à haut taux d'humidité et à 24 degrés en permanence, il ne cristallise pas. Le noyau est plus gros là en dessous. Et en plus, le truc c'est que oui, parce qu'ici, dans une ruche, ça va se faire bien rond. Mais si le diamètre était étroit pour le même nombre d'abeilles, elles vont tirer en hauteur. Et ne seront confrontées au froid que celles qui sont en dessous. Et encore un minimum de froid, parce que comme la chaleur des sols, ici, il ne fait pas froid. Hein. Il y a des tournantes comme ça dans les abeilles, c'est pas toujours les mêmes qui sont au froid. Non, c'est ça, il y a une certaine tournante, donc elle rentre à l'intérieur de la grappe, et puis elle se réchauffe, et puis elle ressort. Et ici aussi des canaux d'air pour amener de l'air vers le sol, parce que, je veux dire, il faut que les abeilles puissent respirer. Donc les premières abeilles qui sont sortent chauffent, et puis les autres se mettent avec les ailes vers l'extérieur en éventail pour faire réguler l'air. Et puis les extérieurs se mettent vraiment une contact avec le cul à l'extérieur, et comme elles sont poilues, ben, ça fait comme une couverture. Et donc il y a une rotation qui se fait. Okay. Donc, emballer une ruche d'isolant, c'est des pratiques qui peuvent se faire. Enfin, je réfléchis un petit peu comme une maison où quelquefois on isole par l'extérieur. Voilà, ici il me reste des plaques d'isolant chez moi. Si j'emballe avec de l'isolant ma ruche par l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, par exemple dans les pays froids comme le Canada, en fait c'est le font encore, parce que maintenant ils laissent beaucoup mourir les ruches, mais on isole par l'extérieur. Ah ouais. Il ne faut pas isoler par l'intérieur parce que le problème, c'est vrai que même les ruches en frigolite, les ruches, enfin c'est pas de la frigolite, mais c'est tout comme là. Ouais. Le problème, c'est vrai qu'elles isolent bien du froid, déjà pas du chaud. C'est-à-dire qu'il peut, en cas de très grande chaleur en été, il peut y avoir surchauffe dans la ruche et la fonte des cannes, parce que tout ce qui est frigolité du ça isole bien du froid mais pas du chaud. Donc ça peut se retrouver sur ta veille, mais le problème surtout c'est que ça ne respire pas. Donc on empêche, les abeilles auront très difficile à propolis. Et je vais vous montrer toute l'importance de la propolis après. Donc ça se fait alors, isolé par l'extérieur. Oui, c'est déjà mieux. On aurait intérêt à le faire avec des matériaux comme le chanvre ou quelque chose ainsi. Plus naturel. Plus Oui, naturel qui là on pourrait le faire par l'intérieur. qui ventile quand même le chanvre. On peut le faire par l'intérieur. Si c'est une isolation style bois, Naturel. chauffe ou quelque chose qui peut prendre l'eau et Et du parce que- liège, le liège, ça prend aussi, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais parce que Avec ici j'ai la camionnette, j'irai peut-être Tu chercher. peux rajouter une planche Mais- aussi en plus. Rajouter une planche en plus, oui, c'est ça. Il faut ajouter de l'épaisseur, mais il y a l'épaisseur, mais il y a surtout la forme. La forme ronde, la forme de la grappe. C'est le problème parce qu'ici il va déjà avoir un peu de condensation, mais ici ça va être de la moisissure carrément. Hein. Je ne pourrais pas faire autrement que d'avoir de la moisissure ici sur le coin. Hein. Mais si on bouge les quoi justement avec un truc coupé à Ah, carré? si on coupe les coins, plus tu vas te rapprocher du cercle, et c'est pour ça que l'hexagonal, c'est parce qu'on, ou l'octogonal, c'est parce qu'on se rapproche du cercle,
Et plus tu vas te rapprocher du cercle, plus elles vont utiliser tout le volume. Ou en tout cas, même si c'est rectangle, carré, mais il faut que ça soit réduit. Le problème de la ruche d'Adam, c'est qu'elle c'est des caves très longs et elle est très large. Et alors du coup, il vaudrait mieux une ruche comme la Warno ou d'autres qui sont plus courtes et plus hautes. Déjà plus courte parce qu'il y a vraiment être froid sur les côtés et la grappe occupera mieux la truc, mais plus haute parce que les abeilles resteront sur leur cadre tout l'hiver. Toute la saison froide, elles vont pouvoir monter sur leur cadre si c'est des cadres hauts. Et puis elles vont repartir sur le côté une fois que le bon temps est revenu, qu'il y a des belles journées, elles peuvent se déplacer et chercher de nourriture. Et on voit les abeilles qui vont chercher de la nourriture operculée à gauche ou à droite et qui viennent les remettre dans les alvéoles, là où il y a un couvain. Et c'est pour ça qu'au printemps, bien souvent, on a du couvain qui n'est pas si régulier qu'en été. C'est parce qu'il y a des endroits où déjà elles vont venir chauffer, c'est-à-dire que pour chauffer le couvain, elles vont introduire leur tête dans le couvain, dans les alvéoles vides qu'elles ont laissées dans le couvain pour chauffer le couvain. Il y a celles qui vont se mettre à plat dessus, les autres vont rentrer carrément dans la cellule, commencer à chauffer pour chauffer le couvain. Donc tout ça, c'est un processus très complexe, mais très très bien mis au point par les abeilles, et que nous, on leur rend la vie très difficile en faisant notre apiculture. Donc c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Ok? Donc j'en étais où moi? Oui, donc isoler les ruches c'est bien, déjà réduire un peu le volume, c'est-à-dire pour le ramener vers les 40 litres. Et à la limite, si tu l'augmentes en été, c'est pas trop grave, mais il ne faut absolument pas passer les 40 litres en hiver, ça c'est sûr. Et bien isolé. Et attirer des cadres et aller repasser hors des ruchettes sur 6 cadres par exemple. Le problème, c'est que tu passes sur ruchette 6 cadres, tu as une très grande superficie. Le truc, c'est d'avoir le moins, ou alors tu isoles très fort, ou ce qu'on peut faire, et certains le font maintenant de plus en plus, c'est accoler 4 ou 6 ruchettes l'une à côté de l'autre. Donc on les accole carrément. Ah ouais. Dès qu'ils commencent à faire froid, on les accole, on isole un peu l'extérieur, et du coup, elles se tiennent chaud. Donc on économise. Tout ce qu'il faut faire, c'est économiser. Par exemple, une ruche d'Adam avec des bugs fast va peut-être donner 30 kg de miel, mais elle va devoir produire 300 kg de miel pour passer l'année. Ok? Donc plus on va. Et 40%, plus de 4, non, 4/5 vont passer en thermorégulation du miel. Pas de problème, le miel. Si tu obéis au parc à Cotenay, à La Roche, Ouais. il y a un homme qui vidait une remorque entière de bidons. Ouais. Il avait passé l'hiver passé, il mettait de l'ordre. J'ai été surpris. Il faut demander ce qu'il avait piqué aux abeilles pour leur donner une remorque entière de bidons. Ah mais ça va vite, hein. Ça dépend T'as pas combien de quelque ruches. chose. C'est pas besoin de piquer, c'est T'as pas année. appliqué quelque chose. C'est année. Ça dépend combien de ruches. Non, ouais. Ah, parce que je vais dire que je n'ai pas approfondi, mais S'il a 50 ou 60 ruches. De miel, donc de sucre, il faut que je le rende une tonne oui, il faut que je le rende. C'est normal, donc je le rende, mais voilà. Pas sur la bonne forme. Oui, C'est juste la forme qui. c'est juste la forme et aussi la qualité, parce que Ouais. justement, il faut essayer de ne pas prendre trop de miel aux abeilles, parce que oui, il faut qu'elles transforment, et puis vous, si on vous dit, vous avez un rhume, il faut mettre du sucre dans votre lait ou il faut mettre du miel, vous allez mettre le miel, parce que le miel c'est quand même nettement meilleur que pour la santé. Donc la santé d'abeilles, ça passe par le miel. Si on leur fait manger du sucre, et rien que du sucre tout l'hiver, tout ce qu'elles avaient mis comme diversité dans leur alimentation, parce que dans le miel qu'elles font, si on ne leur prend pas du miel, elles ont commencé à amasser du miel à partir du printemps jusqu'à l'automne, donc elles ont toute la diversité florale avec les vertus des plantes dans leur miel. Donc elles vont passer sur du velours. À partir du moment où je leur prends leur miel et que je leur mets du sucre de betterave, on n'a jamais vu des abeilles qui avaient utilisé de la betterave, hein. Donc pour elles c'est mort, hein. C'est pas bon. C'est parce qu'on est dans un système d'exploitation d'abeilles, on n'est pas dans un système win-win, hein. C'est win tout seul et puis les abeilles après. Oui, donc c'est pas le respect de l'espèce. Non, c'est pas le respect de l'espèce, du tout. Non. Il y a, encore une fois, chaque fois que vous allez prendre quelque chose à l'abeille, vous lui occasionnez des pertes, donc elle ne va pas compenser. Donc, voilà, c'est chaque fois un préjudice subi. Maintenant, si vous êtes raisonnable et vous prenez de façon raisonnée, c'est acceptable pour l'abeille, elle va s'en sortir. C'est un peu comme quand si vous faites tirer je ne sais pas, la charrue par votre cheval, il y a un truc win-win.
Ici, dans l'exploitation moderne et surtout aux États-Unis, c'est même plus. Donc on met les ruches, parce que là c'est surtout pour la pollinisation dans les champs. On sait très bien qu'on peut pulvériser, qu'elles ne reviendront pas. À mon Dieu, et d'autres aussi. Hein. Donc voilà, et on ne cherche même pas à ce qu'elles reviennent, hein. On rachète des autres essais au printemps. Ça a payé assez. Donc nous on n'en est pas là parce qu'on est encore dans une agriculture d'amateurs. Et c'est aussi pour ça que je continue à donner cours, c'est pour justement prendre conscience aux gens qu'avoir des ruches, c'est pas bon pour l'abeille. Il y a déjà trop d'apiculteurs. On est trop d'apiculteurs. Ce qui manque, c'est de la biodiversité, c'est des champs, c'est des prés fleuris, tout ça, ça manque. Mais pas des apiculteurs. Vous soulevez une pierre, j'en sors 3. Donc ça sert à rien de former des apiculteurs traditionnels. C'est de former des gens qui sont conscients, comme je vous suis en train de vous expliquer. Il n'y a pas beaucoup d'écoles où vous aurez ce cours-ci. Hein. Je ne sais pas si ceux qui ont suivi les cours autre part. Le cours, comme je le fais ici, c'est pas dans toutes les écoles. Hein. Okay. Donc j'essaie de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une... Si on laissait les abeilles libres, entre guillemets, se débrouiller, elles survivraient quand même. Ah mais oui, mais c'est justement c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que je suis en train de faire un petit truc avec une ruche hexagonale. Je voudrais bien faire une centaine de ruches et mettre les essais dedans, puis même récolter un petit peu, tant qu'on reste modéré. Et il y a beaucoup de choses. Et si tu regardes la conférence de Torben Schiffer, tu vas voir que oui, elle dira beaucoup mieux que si on s'en occupe. Mais c'est pour tout, hein. Chaque fois qu'on s'occupe, les sangliers ils courent dans les bois. Quand il y a la peste, il faut les tirer dans le bois pour ne pas qu'ils la communiquent. Dans les étapes, on panique, on met des antibiotiques de tous côtés parce que les animaux crèvent comme... Eh ben, c'est la même chose avec les abeilles. Si on fout la plaie aux abeilles, c'est bien simple. Les guêpes, il y a un problème avec les guêpes. Quelqu'un a vu la disparition des guêpes? La disparition des fourmis? Des frelons? Non. Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas essayé de les mettre en boîte. Et on verra que ce n'est pas que la boîte, c'est aussi la sélection qu'on fait. Les manipulations que l'on fait. Oui, c'est ça. On va voir ça aussi. Attends, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je commence encore à longtemps. Et il y a le break aussi, je sais pas, quand vous voulez faire break, vous me dites hé Armand, on voudrait bien faire break. Il a déjà fait, lui. Alors, je vous parlais de thermorégulation. Voilà la caméra infrarouge sur un tronc. Voici. La caméra infrarouge sur une gauche 7 parois. Choisis ton camarade. Quand on sait que l'abeille doit aller chercher le miel, 4/5 c'est du carburant. Maintenant, on sait ce que c'est quand on va faire le plat de la citerne. Alors, est-ce qu'on fait le plat ici? Ou est-ce qu'on fait le plat là? Tout en sachant que nos abeilles vont devoir consommer beaucoup de miel, donc produire beaucoup de miel, donc faire buter beaucoup de fleurs, donc rentrer en concurrence avec d'autres pollinisateurs pour arriver à faire une quantité de miel qu'elles vont devoir dépenser simplement parce que leur ruche n'est pas isolée. Donc ici, on va passer avec beaucoup moins d'abeilles, certes, mais on va passer avec beaucoup moins de miel, surtout. Depuis les années, enfin, je suppose que c'est depuis les années que ça se sait, il n'y a jamais personne qui s'est dit, à la place de mettre une planche de 2 cm et demi, je vais en mettre 4. Mais le truc, c'est que tant que l'abeille ne tombait pas malade, tant qu'il n'y avait pas de problème de maladie, et ça c'est toujours pareil, hein. Au début les abeilles étaient très robustes, très castables, elles résistaient bien, donc pas vite malades. Okay. Et puis maintenant il y a des conditions climatiques qui changent, un peu des pesticides, un peu le varroa, et nos abeilles se trouvent dans des conditions beaucoup moins bonnes que quand on les a mis dans les ruches. Maintenant le problème des ruches ça remonte depuis longtemps, mais il faut encore qu'on l'écoute. C'est un peu comme le problème de la voiture. Tout le monde sait bien qu'on ne va pas pouvoir continuer 50 ans à rouler tout ça en voiture, mais tout le monde prend sa voiture et démarre et ne se pose pas le problème. Il dirait même s'il n'y a pas de voiture, je ne serai plus, on ne vit plus. Donc c'est la même chose ici. Le truc c'est que tant que ça marche, tant qu'on gagne, on joue. Et puis à un moment, on s'aperçoit que ça ne marche plus, mais on ne fait pas les bons trucs. Et c'est parce qu'ici, c'est un truc, je veux dire, on a perçu, hein, donc on verra là-dessus, mais il y a beaucoup, vous pouvez regarder plein de conférences sur le net, vous voyez des gens qui commencent à isoler les côtés, faire un espace en bas, faire l'entrée par le dessous, mettre des isolants au-dessus, et plutôt que de se dire, ben, c'est peut-être la ruche qui n'est pas bonne, et ben on va commencer à bricoler sur la ruche pour essayer de la faire aller. Et on va mettre des isolants à l'intérieur, et ainsi de suite. Et voilà, le premier truc que j'ai vu arriver, moi, c'était les cadres isolants qu'on mettait sur les côtés.
chose complètement inutile, puisque il se fait une convection d'air. Ici, si ma grappe est ici au milieu et que j'ai un espace ici au-dessus, parce qu'on a vu que nos abeilles touchaient bien l'espace ici. Mais ici, j'ai un espace au milieu, ben là, le peu de chaleur qui va venir ici va partir là. Si même le plafond est bien isolé, ça va partir sur le côté comme ça va descendre là. Va se faire un mouvement de convection, l'air va remonter par ici. Donc on a intérêt à devoir isoler les côtés. Si on Isoler un maximum ça. Sur une Adam 11 cadres et qu'on a diminué le nombre de câbles dedans, oui. on isole sur les côtés oui. en plus. À fond, de haut en bas, complètement. Ouais. On met un tissu ou un plastique au-dessus pour ne pas qu'il puisse y avoir une convection par le dessus. Et on essaie, mais le truc, ce sera toujours, je vais dire, ce sera beaucoup mieux, mais c'est un leurre pour l'abeille. Parce que, par exemple, on voit que dans une ruche, les abeilles ne vont pas construire jusque sur les côtés. Et ça, c'est parce qu'il y a un trou dans leur logiciel, c'est qu'un espace de 8, les abeilles ne vont ni le propolisser, ni mettre de la cire. Si c'est 8, c'est le passage d'une abeille. Dans leur logiciel, on a laissé un passage, on va le laisser. Mais quand vous regardez bien un cadre, les abeilles vont de bord à bord du cadre. Parce que pour elles, le bord de la ruche, c'est le cadre. Et puis les 8 mm, pour elles, c'est le passage, donc elles ne vont pas essayer. Pareil au-dessus, si c'est 8 mm, elles ne vont pas construire. Si c'est 10, elles vont mettre de la cire. Et si c'est moins, elles vont mettre de la propolis. Elles vont essayer de boucher systématiquement. Donc elles ont dans leur intelligence collective le fait qu'elles doivent limiter un maximum le passage d'air. Et nous, systématiquement, on bouge tout comme il faut, hein, pour être sûr que c'est un truc. On bouge tout ce qu'elles ont fait pour se protéger. De même, toutes les abeilles ne l'ont plus, mais j'ai encore une colonie à Wibrin, où les abeilles ont carrément, c'est un trou rond comme ça pourtant, mais elles ont réduit le trou à ça peut-être, à un passage de 4 abeilles, avec de la propolis, de la cire, tout le bazar, pour limiter l'entrée d'air. Donc elles trouvaient qu'à leur idée, il y avait encore trop d'air, donc elles ont limité. Maintenant, dans les ruches modernes, et dans la sélection, ça on verra après la pause, on va éliminer toutes ces abeilles qui font trop de propolis, parce qu'on va voir que la propolis, ça sert beaucoup, et qui vont commencer à faire des constructions qu'on trouve, nous, anarchiques. Alors que c'est ces abeilles-là qui ont encore l'instinct de faire quelque chose pour se sauver. Comme, de même qu'une abeille qui ne bouge pas quand vous ouvrez la ruche, c'est une abeille qui a perdu son instinct de survie. C'est pas normal, une ruche ne réagit pas quand on l'ouvre. Il faut qu'il y ait une réaction, c'est minimum. Si vous prenez de la bug face, elle ne réagit pas. Elle est bien gentille, elle reste là, elle est là, mais elle ne va pas bouger. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, pas de la dehors, rien du tout. Donc il y a un problème de... on a supprimé ça. Mais on supprime aussi le fait qu'elle essaye de s'isoler et de se soigner avec la propolis. Parce que trop de propolis, ça ennuie l'apiculteur, elle reste à bouger. Je vais essayer, on a encore le temps de faire deux petites questions. Oui. Enfin, moi j'y connais rien du tout, hein, mais en hiver, il est considérable de rentrer les ruches dans un lieu ça se fait, ça reste dehors. Ça se fait dans les pays vraiment très froids. Le problème c'est que si elles rentrent et puis qu'elles veulent sortir, tu les rentres et qu'elles veulent sortir, elles vont t'embêter. Oui, mais en hiver, elles sortent de la ruche. Quand il fait bon, oui, elles vont aller se soulager parce que comme elles ne défèquent pas dans la ruche, s'il y a une bonne journée, elles vont aller se soulager à l'extérieur. Un peu comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est pas encore le soulagement. Ici, elles vont chercher les derniers pollens parce qu'il faut qu'elles fassent une grosse réserve de pollen pour nourrir le couvain au printemps. Donc là, elles sont vraiment à la recherche des derniers pollens pour pouvoir. Aujourd'hui, on rentre. Il y a le lièvre. Aujourd'hui, on rentrait au pollen. Au pollen. Et peut-être un peu du lierre, je ne sais pas si on peut du Le lierre. lièvre. Oui, du lierre, oui. Oui. Et là où il y a de la bruyère, peut-être de la bruyère. Donc je vais passer très vite ici, mais c'est surtout pour vous faire dire. La propolis, médicament de la colonie. C'est-à-dire que les abeilles vont tapisser toute la cavité avec de la propolis et elles vont même tirer ici de la propolis et en mettre jusque là. Or, la propolis c'est un antibiotique naturel. Donc, dès que ma ruche, mon abeille, va rentrer dans la ruche, elle va s'essuyer les pieds sur de la propolis avant d'arriver à la grappe. Donc, elle sera déjà pratiquement aseptisée. Donc, nos abeilles, ici, déjà, rien qu'en rentrant, vont s'essuyer les pieds correctement avant de rentrer à la grappe. Okay. Ici, comme toute la cloison est bien couverte, mais c'est une bonne épaisseur de propolis, parce que ça c'est pas...
et qu'il y a une certaine humidité, la propolis va se dissiper, va se dissoudre dans l'air. Et toute l'air qui est ici au-dessus de la grappe est aseptisé. Je vais vous montrer ça un peu plus après. Donc l'air, il s'est aseptisé. Donc ma grappe, les provisions et le couvert est dans un air complètement aseptisé. Donc, pas un médicament. C'est l'abeille qui le prend. À partir du moment où on les met dans un trop gros volume, elles ne savent plus maintenir ça, elles ne savent plus tenir l'humidité, elles ne savent plus avoir leur médicament naturel, leur protection naturelle. De même, je dois vous dire quelque chose sur la propolis là, et je ne sais plus exactement quoi. Et on a vu aussi que les abeilles consommaient de la propolis. Donc, quand elles ne sont pas en forme, elles consomment de la propolis. Et de même, maintenant, on en voit de plus en plus dans les ruches. Évidemment, on fait ça dans les ruches j'adore, ça marche très mal. Mais on voit qu'on fait un trou quelque part ici comme ça. Et alors, quelqu'un qui est asthmatique ou qui a des problèmes de respiration va pouvoir, avec un masque, respirer l'air de la ruche. Ici. Ça marche bien à petit temps, mais parce que maintenant on en fait, je veux dire, presque quelque chose de... Et si c'est une ruche d'adam, l'air n'est pas aseptisé. Hein. Je ne dis pas que c'est pas meilleur que l'air qu'on respire dehors, mais on ne saurait pas avoir de l'air complètement aseptisé s'il y a du passage de côté. Pour respirer deux fois, l'air est changé. Et on commence à voir ça beaucoup, hein, ça devient un peu à la mode. On va déstabiliser le système. On déstabilise un peu le système, mais toujours pareil. Hein, tant que la prédation n'est pas excessive, l'abeille sort. Ah, si on laisse le trou, on ne lui laisse pas la possibilité, parce que oui, elle reboucherait, ça problème. On ferme après, hein, c'est juste le temps que la personne fasse je vais dire, c'est peut-être 10 minutes, un quart d'heure, il va respirer l'air de la ruche, histoire d'avoir de la propolis dans tout son système respiratoire, et puis on ferme, et puis on fait la ruche tranquille. Justement, aussi ma question, c'était est-ce qu'il y avait moyen d'aller mettre une petite cavité espion pour pouvoir filmer? Ah oui, mais quand vous allez voir le European Talk, vous allez avoir tout ça. C'est plus surpris. Alors je vais vous montrer juste deux petits trucs et puis on en restera là avant la pause. Voilà ici un petit échantillon, donc on a mis c'était un petit bout de coton ou quoi dans une boîte de pétri, c'est ça? Ouais. Et avec un petit truc de culture. Et alors on voit que là où dans la ruche tronc, si on le met, il n'y a rien qui se met sur le petit coton. Et là on voit qu'il commence à y avoir des moisissures. Okay, ça va encore être plus flagrant sur l'autre. Voilà, ici donc on a simplement, ici à gauche, c'est dans une ruche normale. Donc ici on a simplement mis le petit truc de culture, sans rien dedans. Donc on a laissé les pathogènes se développer naturellement dans une ruche style d'Adam, hein, et l'autre dans la ruche tronc. Et vous voyez que dans la ruche tronc, il n'y a pas du tout de pathogènes. Okay, c'est pas qu'il y en ait peu ou pas du tout. Okay. Donc, et c'est pour ça que la propolis est reconnue comme médicament. Mais je veux dire dans leur évolution, elles ont mis tout ça comme stratégie en place pour se soigner. Donc il y a 200 ans d'ici, où il y a 1000 ans, il n'y avait pas de vétérinaire pour aller soigner la ruche et les bailleurs n'étaient pas là pour leur vendre des produits. Donc elles se sont soignées jusque maintenant, et c'est seulement maintenant qu'on arrive à des trucs où les colonies n'arrivent pas à survivre. Et encore, pas les guêpes, pas les fourmis, tout ça, ça vit bien, mais pas les abeilles. Et c'est pourtant, que ce soit les pesticides ou l'environnement dégradé, c'est aussi bien pour les guêpes que pour les frelons, que pour les fourmis. Et on a toujours autant de fourmis, ok? Donc, voilà. La propolis régulateur, ça j'en avais parlé, régulateur d'humidité, on va arrêter là. Et le miel, une nourriture à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que le miel, comme je vous ai dit, dans une ruche où les abeilles ont pu garder leur miel toute l'année, il y a toute la variété florale, donc tout ce qui est, je vais dire, alicament, se retrouve dans le miel, puisqu'il y a là du miel de printemps jusqu'au dernier miel, il y en a dans la ruche. Pareil avec le pollen, il y a une variété de pollen assez impressionnante qui leur donne une nourriture variée. Donc c'est un peu comme si nous, on nous donnait tous les jours le même truc à manger, ou si on a une nourriture variée, forcément on a une meilleure santé, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour le comprendre. Donc ça je ne vais pas trop insister, je vous parlerai peut-être un peu après pour
le miel de corps comme ça, mais on va faire la pause, ça va? Ça n'a pas le même goût. Et de plus, le miel que vous allez presser n'aura pas été oxydé par l'extraction. Parce que quand on extrait avec les centrifugeuses, le miel se fait projeter en très petites gouttelettes sur la paroi, et il prend déjà de l'eau, mais il s'oxyde. Donc on a un miel qui est plus oxydé que si on fait un miel de pressage. Donc le miel de pressage est déjà de meilleure qualité, et si vous faites un miel qui est resté 1 an dans la ruche, avec ce que je vous ai expliqué, hein, dans un truc bien aseptisé, avec la propolis et tout ça, vous avez un miel de nettement meilleure qualité. Le meilleur, c'est mettre son doigt dedans Comme ça, oui. On aura l'occasion d'en goûter. Oui. On aura l'occasion d'en goûter. Oui, si. Je vous le promets. Allemande, hein. Oui. Mais ça, on peut le manger comme ça, parce que j'avais vu il y a longtemps à la télé, oui, au Choya, ou des choses comme ça. Et il y avait des gens dans les montagnes, je sais pas où, là, ils vont chercher du miel, mais après ils sont bourrés. Quand ils mangent le miel comme ça. Oui, c'était parce qu'elles ont. C'est parce que Non, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est du miel, ils te rendent bourré. Ça fait C'est ça. Mais par exemple, on a le miel de rhododendron. Par exemple, il y a certains rhododendrons qui sont toxiques. Et alors, du coup, si on mange du miel pur de ce rhododendron, on peut avoir des trucs un peu. Oui. Et de même, s'il y a un champ de cannabis et qu'elles vont buter le cannabis. Sur le Datura aussi. Ah, tu vas te Sur le Datura. Sur le Datura aussi. Ah, il y a beaucoup de chance. C'est pas ce qu'il y a butine. Hein. Et encore une fois, le problème, c'est que dans la nature, elles vont butiner un peu. Parce que t'as jamais un champ de cannabis dans la nature. T'as un plant de cannabis là, puis t'as autre chose. Et elles vont. Donc ton miel sera bon, tu seras peut-être un peu plus. Mais ça finira ça. Maintenant qu'on fait des monocultures, mais c'est avant une monoculture qui est toxique, forcément. Et une petite plante aussi qui vient des pays de l'Est, maintenant qu'on trouve souvent le long des chemins de fer et maintenant le long des routes, qui est toxique pour nous, pas pour l'abeille. Non, c'est une toute petite fleur chaude. Jaune? Oui. Je ne sais pas le nom, tout ce qui est botanique, vous oubliez. Donc voilà, enfin, ça c'est pour cette ruche-ci. Mais le miel de corps comme ceci, et la fleur fait un amalgame, parce que quand elle dit miel de corps, elle pense miel de corps de ruche d'Ador par exemple, où on aura traité avec des produits. Donc elle dit ça, on peut pas en prendre. Mais du coup, sans le vouloir, elle englobe notre ruche ici qui a un miel de qualité supérieure. Puisque jamais dans la ruche il y aura eu aucun produit chimique. À moins d'aller les butiner, mais je vais dire, voilà, nous on va laisser la ruche faire. Et aussi qu'une ruche meurt, qu'un essaim meurt, c'est normal. Il ne faut pas se traumatiser. S'il ne sait pas s'adapter, il meurt, c'est tout à fait normal. On essaie tout le temps et ça aussi c'est un problème de l'apiculture, c'est qu'on essaie de sauver des abeilles qui devraient mourir. Et du coup, on abîme la sélection, mais ça, la sélection c'est pour après. Enfin, ça c'était la petite... L'essence de bois, c'est une essence spéciale? Non. Qui supporte l'extérieur. Voilà. Ça. Et ce type de ruche, on en trouve où? Il faut la faire soi-même. Ah, ok. Ou alors vous trouvez un ami bricoleur qui est d'accord de vous en faire. Mais ceci, c'est avec une planche de récup. Il n'y a aucune planche de vraiment valeur ici. Puisqu'on peut faire avec des petits morceaux, un morceau de plus ou moins 1m10, vous pouvez faire à peu près un tour de truc. Et c'est coupé à 45, donc une belle petite scie, vous pouvez aller voir, c'est très facile à faire. Et vous avez les plans quelque part? Oui, c'est sur mon site. Ah, ok. Oui. Mais par exemple, si on prend des planches de palette, ça va pas, vu que ça a déjà été traité. Mais les planches de palette ne sont pas vraiment traitées. Ah, c'est pas vraiment traité. Elles ne sont pas imprégnées quand elles sont vertes et tout ça. Ah, si elles sont vertes, mais les palettes ne sont jamais vertes, par exemple. Non, les palettes. Non. Moi, ce que je fais, je prends le nombre de planches qu'il faut, et puis je mets la plus petite. Je mets la plus petite et je mets le talent. Les palettes, 35 € la palette. Oui, ça là, il faut pas la prendre. Ah non, elle ne la prend pas, celle-là. Le croisillon à l'intérieur, il a une utilité pour c'est la pour ruche? tenir les cadres, parce qu'à partir du moment où on va couper à un certain moment en hauteur,
Si elles ne sont pas bien accrochées sur les bords, et aussi s'il y a du soleil. Si on met la ruche à l'ombre, il y a très peu de chances que ça arrive, mais si la ruche est vraiment au soleil, ça peut arriver que si c'est attaché que par le dessus, parce qu'il y a déjà un fameux point de miel dessus, hein. Donc s'il y a, je sais pas, 20 cm de votre rayon, c'est plein de miel, ben, du coup ça a un poids, et si la ruche... ont comme espèce d'abeille. Oui. Si par exemple ils ont tous des buckfast et que je rêve de faire une ruche tronc, ça va pas être possible. Ben, tu la fais un peu plus grosse, peut-être que ça va marcher. Mais il faut aussi savoir ce qu'on entend par des éleveurs ou des gens qui ont de buckfast. Par exemple, si moi je suis à côté, là où je suis à Ferrières, je suis à côté d'un éleveur de rennes qui est en buckfast. Donc moi je ne vais pas aller délibérément mettre des abeilles noires dans sa zone de fécondation. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où les gens ont soit ils ont de la buckfast, mais soit ils n'achètent jamais de reines, donc elles sont croisées, soit ils changent systématiquement leurs reines. Dans ces deux cas-là, vos abeilles noires ne vont déranger rien du tout. Donc c'est un peu voir. C'est voir si vous êtes vraiment, par exemple à Arlon, il y a des endroits vraiment comme ça où vous vous renseignez un petit peu, vous voyez que les gens sont vraiment dans le truc, mais il y a beaucoup de gens, ils font avec les abeilles du pays. Enfin, les abeilles, voilà, on a acheté 2 fois, on dit je suis en buckfast parce qu'il y a 15 ans j'ai acheté 2 buckfast, ben, vos abeilles, elles n'ont plus que le nom buckfast, elles sont plus buckfast. Non, ici je pense que les apiculteurs que je connais, ben, quand ils trouvent un essaim, ils le prennent, quoi, ils ne regardent pas. Voilà, c'est ça. Donc on est plutôt dans la zinocule, dans l'abeille du pays. Donc c'est moi. Et un rang 2, c'est quoi? Alors, rang 2, je ne sais pas, il faut se renseigner sur les apiculteurs. Mais beaucoup d'apiculteurs sont des petits apiculteurs qui ont du tout venant. Je ne dis pas qu'ils n'achètent pas de temps en temps une reine, mais je ne sais pas, tu achètes systématiquement tes reines, non? Tu fais simplement de la multiplication comme ça. Voilà. Et alors du coup, quand vous avez une croix agressive, vous la mettez sur le côté. Ça aussi, je voulais, mais je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler. Ça vient à quelle heure là? Il est 9h. Et encore 50 minutes. Ouais. Allez, on va un peu parler de la génétique. Si vous voulez des trucs supplémentaires, vous allez sur mon site et j'explique un peu tout sur toutes les ruches. Et j'ai des liens avec d'autres sites parce que je ne passe pas mon temps à faire des trucs. Si c'est déjà sur internet, je vous mets le lien puis vous allez voir. Donc on va un peu parler de la sélection génétique et des races. C'est-à-dire que ici en Belgique, on a à peu près 3 races. 2 races, je vais dire, naturelles et une race créée par l'homme, par le frère Adam. Donc on a l'abeille noire, qui est l'abeille continentale depuis des millions d'années. On a la Carnica, qui se tenait elle, plutôt du côté de la Slovénie. Donc, quand les abeilles ont commencé à prendre leur place, certaines ont su s'implanter dans certaines régions, et nous, l'abeille noire, s'est implantée à peu près de l'Espagne. Elle est en Espagne aussi, mais ce n'est pas vraiment la même que la nôtre. Il y a quelques modifications, mais elle va de l'Espagne jusque dans les pays de l'Est, mais très loin dans les pays de l'Est. Et au sud, on a l'italienne, mais qui n'a jamais su s'implanter plus haut. Et on a la Carnica, qui est un peu plus à droite, et qui, elles, n'ont plus jamais su s'implanter chez nous. Donc chez nous, c'est systématiquement la noire qui a pris le dessus sur toutes ces races-là. Okay, donc c'est celle qui est chez nous depuis qui était la mieux adaptée à notre région ici. Et depuis la guerre 45, les Allemands ont adopté la Carnica. Donc tout était en noir avant la guerre 45, tout était en noir en Allemagne, mais ils ont eu des colonies qui venaient de l'Est, de trucs, et ils ont décidé d'adopter la Carnica parce qu'elle est un peu plus productive et qu'elle est plus régulière dans son truc, donc pour truc de profit. Et la buckfast, elle, elle a été mise au point par le frère Adam, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un effondrement terrible des colonies en Angleterre, et lui a remonté un cheptel, mais en allant chercher des abeilles à gauche, à droite, parce que c'était vide pratiquement. Hein. Il restait quelques abeilles, mais plus grand-chose. Donc il a été chercher à gauche, à droite les abeilles qu'il trouvait les plus productives, parce que c'est pour la productivité. Et alors il les a, il a fait les croisements jusqu'à stabiliser la race. Hein.
Par exemple, tous les chiens descendent du loup, mais vous avez plusieurs races. Et si on laissait repartir, ça retournerait vers le loup, mais tant qu'on maintient la race, on va garder la race de chien. C'est la même chose avec les abeilles. Donc, il a réussi à stabiliser sa race. Si vous croisez une buckfast avec une buckfast, ça va donner une buckfast. Maintenant, les éleveurs de buckfast, les vrais éleveurs de buckfast, donc ils sont à l'origine des lignées, eux sont obligés de ramener systématiquement du sang neuf d'autres races pour garder la productivité maximale. Donc c'est une race d'abeilles, je vais dire, agricole, qui a été faite pour la production, et qui est très productive, et qui fait beaucoup de couverts, qui travaille très bien, et qui peut aussi travailler, pour peu qu'on l'entretienne, enfin qu'on la suive, qui peut travailler sur beaucoup de latitudes. Et comme elle fait beaucoup d'abeilles très tôt, elle peut faire la mêlée de printemps très facilement. Et c'est une abeille qui doit être très fort suivie. Donc on doit la nourrir régulièrement, on doit faire attention à comment la gérer et tout ça. C'est pas une abeille rustique. C'est à peu près comme la Holstein et puis la Salers. Celle qui va court toute seule dans le pré, ou bien celle qu'il faut suivre avec le sou. Et bien c'est la même chose. Donc, et aussi dans nos pratiques apicoles, le fait, par exemple, de nourrir systématiquement les abeilles fait qu'au bout de quelques générations, les abeilles qu'on va avoir dans nos ruchers devront avoir de la nourriture pour survivre. Et des protéines aussi. Maintenant, c'est beaucoup les protéines, ça vient à la mode des protéines. C'est-à-dire que comme on donne du sucre, on bouche le miel où il y avait le sucre et les protéines et les oligo-éléments, ben maintenant on met du sucre, mais alors je ne sais pas si quelqu'un, des gens connaissent le bistrong ici. Bistrong, voilà. Donc, on donne du bistrong au printemps pour faire démarrer la ruche. Comment ça s'écrit, bistrong? Bistrong, c'est bi et puis strong, comment ça se prononce? Pour être fort. Pour être fort. Oui. Donc voilà, pour stimuler les ruches au départ. Mais si vous sélectionnez vos abeilles en ayant cette pratique-là, au bout de 10 générations, vos abeilles, elles seront conditionnées à démarrer avec ça. Ok? Elles n'auront plus dans la nature, elles auraient été éliminées parce qu'elles n'avaient pas les protéines. Là, elles vont puisque, et vous aurez. C'est la première sélection. Donc je reviens à mes trois races. L'abeille noire, l'abeille du pays, au départ. L'abeille, la carnéolienne, la carnica, et la buckfast. C'est à peu près ce qu'on a chez nous. Et l'italienne, c'est quoi alors? L'italienne, c'est une race aussi, mais qui est surtout quand on est en Italie, et qu'on exporte surtout aux États-Unis. Mais la buckfast a beaucoup de sang italienne dedans. Donc l'italienne, on n'a pas chez nous. Enfin, il y a une cinquantaine d'années d'ici, on a importé beaucoup d'italiennes, et même dans la région de Chimay, où maintenant c'est de la noire, donc ils avaient importé de l'italienne, puis ils n'en ont plus importé. Et bien quand on fait l'analyse génétique mitochondriale des abeilles, on ne retrouve plus de traces d'italienne. C'est-à-dire que, puisqu'on n'a pas réintroduit systématiquement elle s'est fait éliminer parce qu'elle n'était pas adaptée à la région. Donc ça c'est un fait à retenir, c'est que si on garde notre patrimoine génétique, on va revenir vers une abeille plus locale. Sans même chercher à avoir de l'abeille noire ou de l'abeille locale, si on n'introduit pas des nouvelles reines, on n'introduit pas de nouvelles génétiques, la génétique qui était bien implantée chez nous va se réimplanter tout doucement et reprendre le pôle, parce qu'elle est mieux adaptée à sa région. C'est ce qu'on va voir avec les écotypes. Donc, on a ces trois et du coup, il faut bien faire avec, puisque chacun peut avoir la race qu'il veut. Si vous voulez une rage de chien, vous prenez votre chien, vous le mettez chez vous, vous allez le faire saillir chez l'autre voisin, et ça reste là. À partir du moment où on a des abeilles, elles vont non seulement aller, féconder les reines du voisin, qui a peut-être pas les mêmes abeilles que vous, mais aussi des colonies qui restent encore, quelques colonies sauvages. C'est pour ça qu'on essaie de vous dire qu'il n'y a plus de colonies sauvages. Donc, on a une responsabilité en tant qu'apiculteur sur la transmission de la génétique de l'abeille. Et on en prend de plus en plus conscience. Avant, il n'y avait pas cette prise de conscience-là. C'est le fait de dire, et on voit qu'on va droit dans le mur. Parce que pour le moment, on a beaucoup d'éleveurs de reines qui vont élever, 10, 15, 20 000 reines. Mais peut-être avec 4, 5 génétiques différentes. Donc 5 mères
vont faire 4 ou 5 000 jeunes reines qui vont être décimées. Mais dans la nature, c'est pas comme ça. Dans la nature, une reine va avoir la chance de faire 1 ou 2 reines et peut-être de féconder par sa voie mâle. Parce que je ne sais pas si on va expliquer, non, on ne va pas vous expliquer ça. Les mâles ont exactement le même patrimoine génétique que la mère. Donc, quelque part, les mâles sont le sperme de la mère. Okay, c'est le même patrimoine. Donc, la reine, par sa fécondation, et elle fait de jeunes reines, c'est son patrimoine, mais partagé avec un autre mâle. Les mâles qu'elle fait, c'est son patrimoine génétique qu'elle va envoyer pour aller féconder d'autres reines. Donc, il y a ces deux, c'est une spécificité chez l'abeille et chez quelques autres, mais c'est assez rare dans la nature. Donc, il y a les deux. Et du coup, on fait des mélanges qui n'en sont pas. Dans la nature, par exemple ici dans le coin, une abeille qui se reproduit, c'est une abeille qui aura, enfin une reine qui se reproduit, c'est une reine qui aura d'abord fait la preuve qu'elle pouvait passer un hiver. Donc on va partir du fait qu'elle est fécondée. Elle arrive, elle fait sa colonie. Donc elle est à la tête d'une colonie, qui est celle de sa mère, mais elle est à la tête d'une colonie. Il va falloir qu'elle prouve qu'elle sait passer l'hiver avec sa colonie. Il va falloir qu'elle puisse faire des mâles au printemps qui soient performants pour aller. Parce que si elle arrive avec des carences de nourriture et tout ça, les mâles, pour courir le 100 mètres, ils sont mal partis. Donc, peu de chances de se reproduire. Donc elle aura fait la preuve qu'elle sait mettre, la première année, des mâles performants dans le circuit. Pour se reproduire, elle ne va pas se reproduire la première année, elle va se reproduire la deuxième année, normalement. Donc elle va prouver qu'elle a su non seulement faire ses mâles, passer toute la saison avec sa colonie, et arriver au printemps, faire sa fille. Okay. Donc tout ça, c'est la sélection génétique. Du mâle qui a été fécondé la reine, jusqu'à la reine qui arrive à passer une saison à la tête de sa colonie, tout ça c'était la sélection naturelle. Okay. À partir du moment où on ne laisse plus faire ça à la nature, qu'on dit il faut plus, quand on fait de la production, on n'a pas envie que ces colonies meurent, donc on fait en sorte qu'elles ne meurent pas. Et qu'on fait de la sélection sur quelques reines, eh bien on supprime, on diminue très très fortement cette sélection naturelle qui a fait que l'abeille est venue des temps anciens à nous. Et on en arrive à des abeilles qui ne sont plus en état de vivre naturellement. Alors on va vous dire, oui mais non, l'abeille, c'est le premier truc que je mets dans mon truc, si c'était prouvé que l'abeille n'arrive plus à vivre toute seule dans la nature, c'est-à-dire qu'en 200 ans on aurait bousillé 300 millions d'années d'évolution. Vous vous rendez compte à quelle responsabilité on a? Parce qu'il y a des animaux, par exemple il y a des cervidés dans les bois, il y a des cochons dans les étables. Hein? Il y a des cervidés dans les bois, il y a des vaches dans les étables. Il y a plein de trucs comme ça où on prend une partie, où par exemple il y a le saumon d'élevage et le saumon sauvage. Donc tant qu'on prend du saumon à l'état sauvage, qu'on la met dans un bac, qu'on lui fait bouffer de la merde et des médicaments, qu'on vous le vend, tant qu'il en reste dans la nature, on saura aller chercher le truc et lui il va évoluer dans le circuit naturel. L'abeille, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'endroits où l'abeille ne vit pratiquement plus qu'en ruche. Donc votre responsabilité est d'autant plus grande sur la sauvegarde du patrimoine génétique de vos abeilles. Donc quand vous avez une colonie d'abeilles chez vous, vous êtes responsable de son patrimoine génétique et de ce que vous allez transmettre aux autres générations. Donc c'est tout simplement quand on a une ruche au fond du jardin. C'est prendre conscience que parce que vous avez une ruche d'abeilles qui est locale et qui est bien intégrée dans son milieu, je ne parle pas de race pure, parce que plus on fait de la race pure, plus ça devient n'importe quoi, mais elle doit être de son coin. Parce qu'une abeille allez, je veux dire, on a une ruche ici naturelle, il y a 200-300 ans d'ici, l'abeille qui était ici, la reine qui était ici, elle allait se reproduire ici, se faire féconder par des mâles d'ici, parce que quand on dit qu'il faut faire des kilomètres pour aller faire féconder, vous n'avez jamais vu une jeune reine qui prenait son petit baluchon, qui allait 10 km se fait féconder à l'endroit où sa mère était. Hein. Okay. C'est vrai que les mâles, il y a assez de mâles pour avoir la diversité génétique, mais c'est du quoi quand on dit oui, mais quand j'amène de la carnicane, c'est de la diversité génétique. Mais avant que la carnicane arrive ici et fasse ses preuves, il y a encore pour des millénaires. Donc le truc, c'est que la reine est ici, elle se fait féconder ici. La mère va se mettre à 100 mètres, à kilomètre, elle va essayer de s'implanter. Elle s'implante pas. Ok?
C'est la plante, c'est qu'elle a 6 mètres. Et là, on va pouvoir avancer de 800 mètres. Donc on va avancer de 800 mètres avec tous les 4-5 ans, peut-être, si ça va bien. Ça, c'est le développement naturel, enfin, le patrimoine naturel de l'abeille. Quand vous faites venir des Italiennes, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de bien ici? C'est parce qu'ici, j'ai pas le temps, mais j'ai les schémas avec tous les schémas, les courbes de ponte et tout ça. Même de l'abeille noire, hein. Vous allez chercher de l'abeille noire dans le sud de la France, par exemple. Et bien, elle va pondre très tôt au printemps, elle va avoir un plateau de ponte, et puis au mois de juillet-août, en plongeon, elle va remonter septembre, octobre et presque novembre. Elle va descendre sur novembre. Pourquoi? Parce que là, la saison sèche, elle est là. Donc elle va faire son miel de printemps. Et puis vous l'amenez ici. Elle, ce patrimoine génétique, il est bien inscrit dans ses gènes. Elle n'a pas sucé de son pouce, là, le truc. Donc elle va peut-être essayer de s'adapter en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur. Mais son patrimoine, c'est de dire, hop, au printemps, je démarre à fond les manettes. Il n'y a rien du tout, elle meurt. C'est pas grave, sélection naturelle. Elle meurt. Donc on n'a pas perdu grand-chose. Le problème, c'est que si on la nourrit, elle va se reproduire, elle va faire des mâles qui vont les féconder nos trucs et ça va perturber les trucs. Donc on a une très grande responsabilité en tant qu'apiculteur. En tant qu'apiculteur, je ne vais pas dire en tant qu'apiculteur, en tant que détenteur d'abeilles, parce que l'apiculteur, c'est le gars qui produit du miel. Hein. C'est pas le gars qui est détenteur d'abeilles. En tant que détenteur d'abeilles, on doit se conscientiser au fait qu'on a un rôle important à jouer dans la diversité. De même, c'est aussi sur mon site, mais quand on fait de la sélection, on ne doit pas sélectionner les meilleurs. On doit sélectionner en bougeant les extrêmes. Donc ce qui ne va vraiment pas, on le bouge, comme la nature fait. La nature ne sélectionne pas les meilleurs. On a cette impression que c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Non, elle bouge ce qui ne va pas. Et les autres ont leur chance de se multiplier. Ça marche ou ça ne marche pas, mais ils ont quand même leur chance. Mais nous, quand on fait notre sélection, on doit faire pareil. Donc on ne doit pas sélectionner, prendre la meilleure et faire 20 reines de cette ruche-là et de les mettre dans le rucher, parce que là on crée un déséquilibre dans notre environnement, mais on doit plutôt bouger celle qui va être vraiment trop agressive. Vous savez, il y a des abeilles, vous ouvrez la ruche, elles vous raccompagnent à la maison. Même plus vous allez ouvrir la ruche, vous passez devant la ruche, et vous pouvez rentrer chez vous. Celle-là, il faut bien la bouger, parce qu'on n'en fera rien. Et d'un autre côté, par exemple, une qui va pondre trop tôt au printemps, si c'est de l'abeille noire, on va la bouger parce qu'elle n'a pas à pondre tôt au printemps. Dans la nature, elle n'avait aucune chance d'y arriver. Donc, on va plutôt bouger ce qui ne va pas dans les extrêmes et garder, comme dans la nature, ce qui va. Tout en ayant une moyenne, quoi. Ça, c'est votre responsabilité en tant qu'apiculteur. À partir du moment où vous avez 10-15 ruches, je ne sais pas quand on a 2 ruches, c'est difficile. Mais déjà, si vous avez 2 ruches, vous êtes responsable du choix de vos abeilles et de la pérennisation des patrimoines génétiques de votre souche. Il y a déjà qui habite pas loin d'ici, je ne sais pas si quelqu'un connaît Georges Jacques. Voilà. Et bien lui, la sélection, les reines qu'il a maintenant, c'est des filles de reines de son beau-père. Hein. Donc ils n'ont jamais acheté aucune reine. Il y a un mélange génétique qui se fait, puisque chaque fois qu'il y a le croisement, mais c'est ligné, il s'est remonté à quand son beau-père était jeune. Hein. 1947 ou 1949. Voilà. Donc, lui, il a perpétué sa souche. Et beaucoup de gens, par effet de mode ou par méconnaissance, on dit, ben non, on va mettre de la Buckfast, ou on va mettre ceci, ça. Je veux dire, il y a des trucs à bien choisir. Dans la génétique des mammifères, la consanguinité n'est jamais une bonne affaire. Oui. Et ici, apparemment, non, il n'y a pas de consanguinité. C'est-à-dire que le truc, c'est que même dans un c'est la façon de des abeilles, des essences génétiques, mais déjà, se fait féconder par 20 mâles. Et les mâles viennent quand même je veux dire, il y a une certaine distance, parce que les abeilles, les reines peuvent aller, je veux dire, 50% des reines vont se faire féconder à moins de 2 km, et puis les 90% ce sera dans les 40% supplémentaires, 6-7 km, et parfois la reine peut aller à 10 km. Et le mâle aussi, donc il y a quand même une certaine diversité. Mais je veux dire, c'est toujours avec des abeilles qui sont de votre coin et qui sont adaptées à votre coin. C'est ce qu'on appelle un écotype. Et par exemple, l'abeille qui a l'habitude d'aller sur la bruyère n'a pas du tout le même cycle de ponte qu'une qui va être habituée à aller sur la ronce.
La ronce démarre beaucoup avant la bruyère. Donc, si on regarde la courbe de ponte d'une qui va à la ronce, elle va démarrer plus tôt et s'arrêter plus tôt. Celle qui va à la bruyère va démarrer très tard et aller jusqu'à la bruyère. Donc, elle est bien faite pour aller là. Mais là, pas autre part. Si vous prenez celle qui va à la bruyère, vous allez au colza. Vous pouvez toujours attendre votre truc de colza. De même, la buckfast, qui est très italienne, qui vient du sud, elle va pondre très tôt, parce qu'en Italie, on commence très tôt. Enfin, pour pondre. Et alors, du coup, elle va avoir une grosse production. Et elle peut se permettre des grosses colonies, parce qu'en Italie, il va toujours faire bon. Elle ne va pas être surprise par des trucs, et il y a quand même pas mal de ressources. Donc, elle a une conduite qui est faite pour cet endroit-là. Maintenant, sur la médecine, on va devoir la nourrir à certains moments et la surveiller pour ne pas qu'elle... Mais c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle n'est pas... Donc, si vous avez des abeilles locales... Génétique comportementale, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a une part de comportemental et puis une part de truc. Et il faut faire la part des choses. Oui. Ah, tu veux pas dire quelque chose? Non, je voulais juste me gratter la tête. Alors, moi, je voulais demander, il y a un inventaire au niveau des apicules, des détenteurs d'abeilles, pour savoir un tel à telle race, l'autre à telle race. Non. Puisque vous parliez de Monsieur de Jeanne, mais comment est-ce qu'il arrive à maintenir... Ah, mais lui, il dit pas j'ai des noirs ou j'ai des blancs, j'ai des bleus. Il dit, moi j'ai maintenu ma oui, d'accord, voilà. Mais elles vont quand même à l'extérieur, oui. Ces abeilles. Ah, mais ça, pas de souci. Lui, ce qu'il fait, quand il fait sa sélection, il fait, comme je vous explique, il fait la sélection par les extrêmes. C'est-à-dire qu'une qui ne convient pas va être bougée, simplement, éliminée, et il ne va pas la garder dans sa sélection. Mais il va continuer avec celles qui correspondent à sa façon de voir, c'est-à-dire qui ne consomment pas trop, qui ne démarrent pas trop tôt au printemps, qui sont économes, qui sont bonnes nettoyeuses, ainsi de suite. Donc, il y a ces critères de sélection. Et c'est toujours dangereux d'avoir ces critères de sélection parce que la nature, elle lance plein de projets, puis elle récolte les bons. Nous, on essaie d'aller sur certains projets. Mais enfin bon, sa démarche est déjà très bonne. Hein. C'est un des meilleurs agriculteurs de jeunesse. La nature évolue, on a le réchauffement climatique. Donc l'abeille va devoir s'adapter aussi. Oui, c'est un problème, l'abeille. Nous, non, mais l'abeille, ce sera sans problème. Parce que du coup, une année où il fait sec, une année où il fait... les secs qui ne sont pas adaptés vont mourir. Mais c'est pas grave parce que la nature, il y a des places qui vont... Enfin, dans un truc théorique où les abeilles sont dans la nature, il y a des places qui se libèrent et la nature fait toujours plus de progéniture qu'elle ne peut en garder. Donc il y aura chaque fois des déchets. Plus les pertes sont grandes, plus les déchets seront petits. C'est-à-dire, celle qui ne trouve pas un abri qui va mourir dehors, ben là, elle va trouver un abri. Donc, on va lui permettre de donner une chance. Le problème, ce n'est pas que les abeilles meurent, que les essais disparaissent, c'est qu'il n'y ait pas assez d'essais pour les remplacer. À partir de ce moment-là, on serait dans un problème de disparition. Mais tant que l'équilibre reste, les abeilles vont s'adapter automatiquement. Ça fait des millions d'années, il y a eu des glaciations, il y a eu tout ce qu'on veut, elles les ont traversées. Hein. Sans problème. Donc les abeilles, si on les laisse faire, ont tout ce qu'il faut pour la nature en général. Ah oui. La nature traverse tout. Donc nous, on aura difficile parce qu'on n'est pas plus adapté, mais la nature s'en sortira toujours. C'est pour ça que j'ai dit, quand il faut sauver l'abeille, sauvez-vous d'abord, hein, parce que les abeilles n'ont pas besoin de vous. C'est une réalité que vous vous mettiez bien en tête. Les abeilles n'ont pas besoin de vous pour se sauver. Vous ne serez plus là qu'il y aura encore les abeilles, ça c'est sûr. Donc les émages alors? Oui. L'essaimage naturel, on peut le laisser... c'est ce qu'il faudrait. Il faut laisser ouais, c'est dommage parce que... Non, ça je vais vous montrer comment on peut laisser s'aimer et faire une bonne récolte ou faire des essais. Parce qu'on parle toujours du miel, mais ça c'est parce qu'on arrive dans un truc de monoculture, il faut faire du miel. Ah non, si tu fais 3 essais de ta ruche, elle va s'aimer, tu fais 3 essais, 3 fois, maintenant j'ai vu des essais noirs à 2, soit des délirants, mais tu fais même 3 essais à 150 €, tu as gagné ton année avec tes trucs. Et tu n'as pas besoin d'extraire le miel ni rien. Donc tu t'aperçois que ta ruche va essaimer, tu la divises en 3. On prend les cellules royales, on les met dans des ruchettes. Dans les ruchettes et on trouve des systèmes où tu peux même continuer ta récolte avec les butineuses et faire tes divisions et faire deux essais. Donc 2 essais à 150 €, ça fait déjà un paquet de miel. Hein.
donc il y a moyen d'avoir une autre vision de l'apiculture oui. C'est parce que le problème, c'est qu'on arrive dans les trucs de monoculture où les gens veulent faire, voilà, on fait du miel. Alors ils sont équipés pour faire du miel, ils ont la grande machine pour faire le miel, tout le bazar. Alors là, il ne faut pas que la registre parce qu'ils n'ont rien pour mettre sur leur rang. Mais si toi, tu as fait deux essais, tu as gagné ton année, et juste après ces masses, tu as fini ton année. Tu as fait tes divisions, tu mets de nourrisseurs, et tu peux partir en vacances. L'autre, il sera toujours en train de bouger ses cellules pour essayer de faire son miel. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, il y a d'autres manières de voir l'apiculture. Donc, voilà. Oui, j'en étais à comment c'est ça? Je parle. Et l'heure aussi, regardez l'heure, parce qu'on se met en marche, je sais pas. Oui. Les ruches, on ne peut pas les laisser, laisser les abeilles tout seules. Si. C'est possible, ça aussi. Parce que c'est du couage, donc elles sont déjà. Elles peuvent venir du couage ou elles peuvent venir d'une ruche de buckfast avec une reine assimilée buckfast. Donc ça, tu ne peux pas savoir. C'est peut-être un gars qui a une bonne reine qui est peut-être même assimilée, et puis sa reine se barre, elle vient dans ton truc. C'est un petit bonheur à chance, mais c'est pas grave, le truc, elle tiendra ou elle ne tiendra pas. Tu n'as même pas besoin de te tracasser, si elle ne tient pas, c'est pas grave. Il reviendra une autre. Les abeilles vont trouver un espace, et tout. La minute après, tu as un essaim qui revient, et il viendra un moment, il y en a un qui va se stabiliser, qui va prospérer. Il ne faut pas trop se tracasser pour ça. Ok? Mais moi j'ai une ruche tronc, mais j'ai mis quand même pas mal d'étages. Mais c'est une buckfast et elle n'a pas sévé, elle a l'air de très bien aller. Là, aussi, ça aussi, pas moyen d'aller voir dedans. Hein, donc, on voit qu'elles sont bien tranquilles, qu'elles sont bien paisibles. Et au débit qui rentre et qui sort, on voit qu'il y a une bonne activité dans la ruche. Et maintenant, il y a un petit programme que vous pouvez vous procurer sur Internet, c'est 35 €, je crois. Et c'est au son, donc on met ça sur son smartphone. Sur la ruche. Et alors, oui, on l'introduit dans la ruche, on fait silence, et alors il analyse le bruit de la ruche. Et alors il va vous dire, ben, votre ruche, il y a personne qui travaille, elle est foutue, ou bien elle va bien, ou bien elle est en période d'essaimage, et ainsi de suite. Donc au bruit, au son de la ruche, et c'est pour ça que je vous dis aussi l'importance des cadres et des vibrations, au son de la ruche, l'appareil va détecter ce qui se passe dans votre ruche. On m'a montré justement à l'agriculteur qu'on toque une fois, et le fait que ça fait vraiment vous. Ah oui, et plus le petit vous est petit, ben, c'est qu'elle est vraiment bien, qu'elle est paisible. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si elle continue si elle continue son bourdonnement, ça veut dire que souvent qu'elle est bourdonneuse. C'est-à-dire qu'il faut le faire qu'une fois et pas en hiver pour bien faire. Si on tape une fois, les abeilles sont un peu surprises, elles réagissent et très vite elles se calment parce qu'il y a une cohésion du groupe qui fait qu'elles se sentent bien. Okay? Et plus votre ruche va être mâle, et plus le comportement des abeilles, quand vous ouvrez, vous voyez tout de suite, avec quelques années d'expérience, vous ouvrez la ruche, vous regardez les abeilles sur le cadre, ça ne va pas. Les abeilles ne sont pas ordonnées, ne sont pas structurées, ne sont pas. Ça sort la ruche qui s'emmerde, qui n'est pas bien dans sa peau. Ça se voit, hein, tu soulèves la garde. Et quand tu tapes, c'est vrai que si le bruit ne retombe pas, 9 fois sur 10, ta ruche est bourdonneuse. J'ai acheté il y a quelques années un stéthoscope. Et sans ouvrir la ruche, je mets mon appel contre la ruche et on entend le bruit. Hein. Oui, ça marche bien aussi. Et une ruche bourdonneuse, on sait à faire. Si c'est au début, il y a moyen. Tu sais, on sait, par exemple, si tu remets une cellule ouverte, par exemple, une cellule royale ouverte, ou même une cellule fermée bien protégée, tu as une chance de la sauver. Le problème, c'est que quand elle est bourdonneuse, ça fait déjà un moment qu'elle n'a plus de couvert. Alors, du coup, si tu sais la rassembler avec une autre, et encore, prendre des précautions, ou même disperser les abeilles, elles vont les faire la mieler dans les autres ruches, je crois que tu gagnes plus qu'à essayer de sauver. Sauf si c'est vraiment au début, tu vois, elle commence à pondre, c'est une grosse colonie, elle commence à pondre, tu peux essayer de la sauver. Mais ça ne sert à rien, par exemple, de mettre du couvert parce qu'elles ne vont pas l'élever. Mais si c'est une cellule, si ça marche bien, ou un voisin qui en fait, tu vas chercher chez lui. On a eu un bon exemple d'une ruche bourdonneuse. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi c'était une mini plus et elle a voulu se remérer chez moi, puis je l'ai conduite à Ouibray pour qu'elle se fasse féconder, mais la reine n'est certainement jamais revenue et la ruche était bourdonneuse.
C'était un mini plus à cette saison-là. Tout ce que tu peux faire, c'est lâcher les abeilles pour qu'elles aient fini leur vie tranquillement dans une autre ruche. C'est encore un truc à ne pas faire, hein. C'est encore un truc d'humain de faire ça. Hein. Parce que ma ruche n'a pas su se trier, je vais risquer, je ne sais pas l'état sanitaire de cette petite ruche-là, hein, parce qu'elle est bourdonneuse, pourquoi la reine n'est pas revenue, ou bien il y a un autre problème, mais en tout cas, elle n'est pas en équilibre. Moi je vais secouer les abeilles pour qu'elles rentrent dans les autres ruches. Hein, chercher l'erreur. Mais voilà, on se dit, oh, les pauvres abeilles, elles vont mourir de froid. De toute façon, elles allaient mourir hein, d'ici 15 jours. Mais pour ne pas qu'elles meurent, on va aller, de même, ne jamais rassembler des ruches qui ne vont pas ensemble ou rassembler avec une grosse. C'est un risque que vous prenez parce que si elle est faite parce que vous n'avez pas nourri ou quelque chose, ça va. Si elle est faite parce qu'elle a des mycoses ou quelque chose ou un problème, vous allez la rassembler avec une qui va très bien, vous allez contaminer celle qui est à côté. Donc c'est pas très... On fait ça parce qu'on n'aime pas devoir payer sa ruche, mais encore une fois, qu'une colonie meurt, c'est naturel et c'est normal. Si elle passe, elle devait pas vivre, c'est tout, il n'y a pas de souci, et il y en a un autre qui prend sa place. Ok? La ruche paille. Ah ben oui, c'était pour montrer... Il voit tout, hein. C'est en Afrique qu'on met ce genre de ruche. C'est en Afrique qu'on met ce genre de ruche. Non, hein. Toute l'Europe, c'était que des ruches de paille. Il y a 100 ans d'ici avec tout ça. Et alors on la trouve avec de la bouse de vache, un mélange de bouse de vache et de cendrille de... C'est très isolant la bouse de vache. Et quand c'est fait avec de la bouse de vache, vous pouvez passer le fameux truc thermique. Il n'y a que où il y a le truc, ça passe. Tout est bien fermé. Tout est bien fermé. Et alors, c'était pour vous montrer, mais ça vous pouvez le faire passer. Ici, c'est un dessin que j'ai enruché et apparemment la reine n'a pas pris. Donc le sein est mort de sa belle mort. Mais vous allez le faire passer et vous allez voir qu'elles avaient déjà commencé à propolisser tout l'intérieur du panier. Vous pouvez le faire passer. À hauteur du truc, à hauteur de l'essai, elle avait déjà commencé à propolisser. Et si c'était au bout d'une saison ou 2 saisons, il y aurait une épaisseur de propolis tout. Donc donc ici, c'est une construction naturelle. Donc j'ai mis l'essai dedans. C'est un piton, c'est pas grave. Il y en a qui a décroché. C'était pour vous montrer justement qu'elles propolissaient même jusqu'au dessus. Donc le truc, c'est pour vous dire que dès qu'elles sont dans une cavité, elles vont propolisser tout autour de leur espace pour justement essayer d'isoler et en même temps de s'en servir comme médicament. Bonjour, une journée dans la journée. Et là, elles sont restées maximum un mois, je crois. Oui, ça, c'est du propolis aussi, ça. Oui. Ah oui. Ah oui, elles auraient tout fermé, donc... Voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Et si vous regardez la ruche hexagonale, quand j'ai augmenté ma ruche, on voit qu'elles ont déjà tout propolisé jusqu'en bas. Et j'ai rajouté 2 éléments, j'ai pu été voir depuis, donc je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi le dessus de la ruche octogonale est plus large? C'est pour faire le toit, c'était un toit que j'ai mis au-dessus simplement. Qui est isolé alors? Il y a un élément comme ceci isolé, et puis le toit qui vient se poser dessus et qui est un peu dépassant pour que l'eau coule un peu. Ah oui, c'est simplement, c'est simplement ça. On pourrait mettre une pierre ou une dalle ou n'importe quoi. Et c'est juste posé. Il ne faut pas les accrocher en Non, elles vont bien fermer. Et à la limite, il ne faut pas que le bois ici soit trop lisse. Hein. Plus le bois va avoir des aspérités, plus elles vont avoir facile d'aller accrocher et de mettre de la propolis et de propolisser. Donc ne pas avoir un bois lisse à l'intérieur. Pas trop affiné alors. Pas trop affiné. En plus, quand il est vraiment raboté, l'eau coule dessus. Ah, oui. Un bois brut va pomper l'eau, un bois vraiment bien raboté va avoir tendance à rejeter. Oui, elle ne prend pas l'eau. Et l'eau glisse dessus. Donc du coup, ça ne fait pas l'effet pompe buvard. Voilà. On perd l'effet buvard. Donc comme quoi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on essaie de faire une ruche ou d'améliorer la sienne, hein, parce que ceux qui ont là-dedans, il y a moyen peut-être d'un peu les épais, les bois, les faire un peu plus carrés, et on aurait déjà une ruche mieux adaptée à l'abeille. Je ne dis pas qu'il serait bonne, mais déjà mieux adaptée à l'abeille.
Et dans le temps, là-dedans, c'était pas celle qui avait le plus ici. Hein. On avait des ruches beaucoup plus petites et beaucoup plus carrées, plus hautes, et divisibles. C'est de la paille. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu comme les bannons qu'on mettait pour faire le pain. Cette structure de paille et Oui, hein. Ah mais ça servait à tout, hein, donc tout ce qui était panier, tout ce qui est... les gens faisaient les ruches avec dans le sud de la France, c'était beaucoup en poterie, parce qu'il n'y avait pas besoin de si grosse isolation, et ils manipulaient bien ils connaissaient bien la poterie, ils faisaient des ruches en poterie. Hein. Les gens faisaient ça l'hiver. Mais là aussi, j'ai pas mal, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai pas mal de vidéos avec des ruchers où on voit 300-400 ruches comme ça en paille. Mais ceci ne prend pas l'eau. Ceci, il faut les abriter. Ah, il doit Fabrication d'âge. Oui. Mais maintenant, la bouse de vache, une fois qu'elle est sèche, elle est très lisse à l'extérieur, elle est très... Tu fais un jus alors avec ça? Mais il faut que ce soit de la bouse fraîche, il ne faut pas que ce soit de l'étape de... Oui, donc c'est de la bouse en été, et tu mélanges ça, il y a les recettes sur internet, hein, tu mélanges ça avec de la... non, avec de la sauce de bois. Avec la sauce de bois, tu fais comme un moment. Tu ne pourrais pas faire ça avec la bière. Tu goûtes. Non, la bière avec l'eau, elle Ah si, mais tu peux faire avec l'argile. Tu peux avec ton argile à l'extérieur. il faut la perdre. Oui, quand tu fais l'extérieur, c'est pas grave. L'intérieur, c'est pas bon. Oui, il ne faut pas imperméabiliser à l'intérieur, mais l'extérieur, vous pouvez imperméabiliser sans souci. Donc voilà, il y a 36 façons de faire. Maintenant, ici, récolter le miel, c'est très difficile. Mais ceci, c'est déjà une petite cause. Hein. Donc, vous voyez, on avait déjà inventé la hausse à l'époque, donc on laisse la colonie se développer là-dedans. Et l'hiver, elle reste là l'hiver. Puis quand c'est la saison de la récolte, et ben on met ceci au-dessus. Il faut le mettre assez tôt pour ne pas que les abeilles aient du miel au-dessus, parce qu'elles ne vont pas passer. Mais alors on met ceci au-dessus, on récolte le miel ici dans le panier. Donc, vous avez un panier de miel. Ben, tu vois, il y a un petit passage. Il y a un petit passage. Mais du coup, alors on appelle ça une maison. Et alors, quand tu as récolté, tu mets l'isolate, tu mets ton plafond, tu attends l'année suivante. Pas grave, c'est pas vrai. De quoi? Dans les ruches. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais dans le temps, on souffrait, parce qu'il y a des régions où on souffrait des ruches, c'est-à-dire que les plus lourdes, on les prenait, on les mettait sur... on faisait un trou, on mettait des trucs de soufre, hein, et on souffrait les ruches, donc on tuait les abeilles, et puis on récoltait le miel. Et du coup, soi-disant, on abîmait, on éliminait les meilleurs. Et ça qui avait fait beaucoup trop de miel, bien souvent, c'est qu'elle n'était pas bonne dans la truc de sélection. Et de deux, c'était il y avait tellement de ruches que ça n'abîmait pas la sélection naturelle. On essaie de nous faire miroiter ça pour dire oui, mais maintenant on sélectionne bien tout ça. Dans le temps, c'était des pignoufs, mais pendant des milliers d'années, il y a eu des pignoufs et les abeilles se